Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast après vous avoir fait un bilan de la Free Agency dans la conférence Ouest il y a quelques jours. Place à la conférence Ouest et j'ai avec moi les deux hommes qui ont assuré justement ce premier épisode sur la conférence Est. D'abord, je vais présenter Constant parce que Constant, on va parler d'OKC très rapidement dans ce podcast. Alors, comment ça va basketballistiquement parlant? Comment ça va? Oh, vous allez voir très vite, hein. Je sais pas si on va en parler très rapidement d'OKC parce qu'il est possible qu'on déborde et que les avis soient différents, mais basketballistiquement, on verra. Il y a le TQO là au moment où on parle, donc on verra bien ce qui va se passer. Le moratorium prend fin dans quelques heures. Oui, il sera déjà terminé au moment où vous écouterez, mais il prendra fin dans quelques heures. Peut-être que certains contrats, on se dit bof. Bah, quand on aura le détail, on se dira ok. Et justement, un de nous qui va regarder les contrats avec une attention toute particulière, le maître européen du CBA. Maintenant, Tom, c'est carrément l'Europe. C'est même plus la France, c'est l'Europe. C'est Tom. Comment ça va, Tom? Ça va, écoute, hein. Franchement, moi, je ne fais que lire, hein. Je ne fais que lire un petit billet. C'est vrai que c'est un aspect du basket, en tout cas sur la partie francophone, qui, moi, que j'aime bien, puisque ça permet d'avoir des différents angles qu'on regarde, par exemple, des échanges ou pour comprendre comment certaines franchises agissent, puisque la NBA, c'est un business, c'est du basket, mais c'est surtout un business pour les propriétaires. Eh bien, c'est très bien dit, Tom. Rappelons d'ailleurs à ce propos que il y a toute cette playlist qui avait été faite par Amine et par Tom à propos du CBA l'année dernière. On vous invite à aller la voir sur YouTube et vous pouvez aussi la retrouver sur votre plateforme de podcast préférée. Aujourd'hui donc, je l'ai dit, après avoir fait le point, vous l'avez fait, hein, Constant et Tom, sur la conférence Est, on va parler aujourd'hui de la conférence Ouest. Mais avant de le faire, deux petits rappels. Alors, le rappel protocolaire, pour reprendre les termes d'Adrien, les plateformes de podcast, YouTube, Twitter, n'hésitez pas à vous abonner. Et aussi, Tom l'avait déjà dit dans l'épisode précédent, on est en phase de recrutement. Donc, on vous invite à nous envoyer un mail. Je vais mettre l'adresse mail dans la description du podcast si vous voulez intégrer l'équipe. Ne vous inquiétez pas, on ne mord pas. Voilà. Par contre, Donc, on n'a pas le même argent que le Magic pour le donner à Franz Wagner, hein. Je vous le dis tout de suite. Je vous préfère prévenir quand même. exactement, on a les fonds qui sont limités. Par contre, vous verrez qu'il y a quelques bons avantages à Dunk Hebdo parce que maintenant, avec le développement, on est abonné à peu près genre tous les sites de stats ou de trucs qui doivent exister, je pense, à l'heure actuelle. Donc voilà, il y a quelques avantages au niveau de l'entreprise Dunk Hebdo. Par contre, la voiture de fonction, on attendra. On l'a pas encore pour l'instant. En tout cas, eh ben les gars, c'est un épisode habituel, donc on va marquer une petite pause et puis on va se retrouver pour parler d'OKC. Je suis désolé, Constant, c'est la trame. Je vais t'imposer le début avec OKC dans quelques secondes. Ça sert à rien la pause. Alors, commençons par OKC. Constant, on avait déjà parlé d'OKC à propos du trade, de l'arrivée d'Alex Caruso il y a quelques semaines de cela, dans un épisode dont l'intro avait beaucoup fait parler, dans le positif majoritairement, un peu dans le négatif, bref. Mais comme j'aime ménager le suspense, j'ai déjà donné la parole à Tom. Tom, le mouvement qui a beaucoup fait parler, c'est l'arrivée d'Isaiah Hartenstein, qui, vous le verrez, n'est pas forcément extrêmement apprécié par Constant. Donc Tom, tu penses quoi de ce mouvement et globalement de la direction que prend OKC? Rappelons OKC first seed à l'ouest qui se renforce. Alors, je vais le dire comme ça, se renforce. Et ça, c'est déjà un premier tour de force. Alors, je trouve que c'est un bel ajout, mais c'est pas un home run. Voilà, c'est pas un home run. Je trouve que c'est un joueur supplémentaire. On a vu lorsque OKC, on en avait parlé d'ailleurs lors du post-mortem concernant OKC, que Mark Daigneault avait décidé de finir les matchs avec Jalen Williams, enfin Jay Will, qui était le 5e starter entre guillemets lorsqu'il était dos au mur. Et là, on peut se dire que il a une option avec Alex Caruso, mais qu'il a aussi une option à l'intérieur avec Isaiah Hartenstein. Donc, comme Constant l'avait dit dans des épisodes qu'on a pu faire, que c'est un luxe plus que entre guillemets
Nécessité. Voilà, c'est une nécessité. Voilà, il va combler un besoin, même si c'était pas forcément le besoin prioritaire. Mais en tout cas, c'est un excellent joueur à rajouter dans une rotation à 8. Et tu sais que tu as un joueur de playoff qui peut contribuer. Alors oui, c'est pas un ailier polyvalent, porteur de balle qui peut décharger à la création et qui peut défendre. Mais je pense que en tant qu'agent libre, c'est ce qu'OKC aurait pu faire de mieux par rapport aux besoins de l'effectif, à mon avis. Tom, Constant, justement. Alors, Tom vient de dire plus un luxe qu'une nécessité absolue. Est-ce que tu es d'accord avec la formulation par rapport à l'arrivée? On est d'accord que là, on parle, bien évidemment, il y a beaucoup de mouvements, mais celui qui concentre un peu le plus d'intérêt, c'est l'arrivée d'Isaiah Sunshine d'Enix. Vas-y. Ouais, bah, dans la conversation d'un hebdo, j'avais pas utilisé le terme luxe, hein, j'avais dit caprice plutôt qu'une nécessité. Là, on va être très honnête. Là, c'est ce que j'ai dit en off juste avant, c'est peut-être mon plus grand défi d'objectivité de tous les podcasts d'un hebdo, parce que à chaque fois que je lis ou que je peux entendre parler du deal d'Isaiah Hartenstein avec OKC, qu'a signé, parce qu'il faut dire les montants aussi, 87 millions sur 3 ans. Alors, le moratorium n'est pas fini, mais d'après ce qu'a pu dire Bobby Marks, il y aurait une team option sur la dernière année, ce qui, moi, me satisfait plus que d'avoir une dernière année non garantie, parce que tu peux potentiellement refuser la team option et le prolonger au lieu de le couper. Et globalement, la dernière année non garantie te laissait à peu près 2 scénarios, trois scénarios, soit tu garantissais tout pour le garder, soit tu garantissais une partie pour l'échanger, soit tu le coupais, tu pouvais pas le re-signer. Donc c'était très difficile. En gros, c'était soit tu tradais, soit tu garantissais l'intégralité de la dernière année, où là tu peux refuser la team option et prolonger à un tarif qui est moindre. Mais non, globalement, quand on peut lire ce qui se fait sur Isaiah Hartenstein, tout le monde est positif. Et moi non. Donc soit je suis visionnaire, soit je suis les grilles du village. Ce qui est possible d'être les grilles. Ce serait pas la première fois que je le serais. Mais sur l'arrivée d'Artelstad, en fait moi ça me pose deux problèmes dans le sens où je comprends. Enfin, c'est un renfort évident. C'est un renfort qui est tu remplaces Jalen Williams par Isaiah Hartenstein, l'upgrade est évident. Mais moi ça me pose deux soucis, c'est que et le principal étant que avec l'arrivée d'Isaiah Hartenstein, je trouve qu'OKC s'éloigne du 5-out, s'éloigne du Chet Holmgren au poste 5 après une année d'expérimentation. Et OKC part sur le truc de se dire, pour moi, c'était combler une faiblesse qui n'avait pas besoin d'être comblée. C'est-à-dire que on en avait parlé encore une fois quand on avait fait le post-mortem, c'était essayer de combler tes faiblesses sans déséquilibrer tes qualités. Et selon moi, la problématique du rebond, et je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui sont satisfaits de l'arrivée et où moi je suis un peu moins chaud parce que j'étais un peu moins pour moi combler l'aspect rebond défensif était moins prioritaire que d'essayer de trouver du spacing supplémentaire. Et du coup, bah oui, si t'es sur l'optique rebond, effectivement, tu dis Hartenstein c'est super. Par contre, si t'es dans une optique de foul, ça veut dire que Hartenstein il va pas jouer 18 minutes, il va jouer 25-30 minutes. Donc même s'il n'était pas titulaire et si c'était par exemple Caruso dans le starting 5, il aura des minutes à côté de Chet Holmgren. Et du coup, ça met Chet Holmgren au poste 4. Sauf que Chet au poste 4, il n'a pas le skill set pour se créer son tir, pas encore. Et surtout, il faut prendre en considération et il faut espérer pour ton spacing que l'adresse à 3 points de Chet soit celle que tu avais avant le All-Star Break lorsqu'il était à 39% à 3 points et pas celle que tu avais après le All-Star Break qui était à 32%, ni en playoff qui était à 26%, parce que là, en termes de spacing, ça va être très difficile. Et je trouve que ça rejoint un peu l'incertitude que j'ai vis-à-vis de l'intersaison de Sam Presti, c'est qu'il a pris beaucoup de joueurs qui sont capables de passer, parce que pour lui, tu gagnes des titres via la passe, mais c'est toute ma problématique de dire, quand tu as un jeu offensif qui est basé sur le drive and kick, bah, ce serait bien que les équipes d'en face aient peur du kick, en fait. Parce que sinon, elles vont se concentrer que sur le drive. Donc, ouais, moi, je critique pas du tout Isaiah Hartenstein, même si, voilà, il y a des pensées sur le niveau défensif d'Isaiah Hartenstein que je ne peux pas dire en podcast parce qu'elles seraient un peu considérées comme des takes de haters, mais on va dire que le contexte collectif de New York l'aide bien et que globalement, être un pivot qui défend du drop ou du edge quand le champion en titre s'appelle les Boston Celtics, je suis pas sûr que ça méritait de mettre 30 patates dessus. Donc voilà, moi mes deux problématiques, c'est vraiment tu t'éloignes du 5-out alors que pour moi tu aurais dû continuer sur ça et sur ce côté où
Les contrats qui me gênent le plus, de toute façon, moi, c'est les contrats d'intérieur. Si vous avez écouté le précédent podcast, vous avez vu que celui de Nick Claxton m'a fait tiquer, celui d'Isaiah Hartenstein, entre guillemets, t'es obligé de surpayer parce qu'il voulait pas quitter Enix, mais de voir qu'il touche à peu près le même montant que Derrick White, bon, ok. Alors, je dirais une chose, personnellement, je crois que je te l'ai dit, Constant, en off. Je crois que la bonne réception de ce trade est aussi liée aux composantes, pas du trade, de cette signature, pardon, est liée aux composantes de cette signature. C'est-à-dire que OKC a la réputation d'être l'équipe qui fait les bons coups, qui a toujours les bonnes idées. Et de l'autre, Hartenstein est devenu une espèce de, voilà, avant qu'il ait signé, on disait déjà, ça va être la bonne affaire, sans prendre en considération le futur montant de son contrat. Donc, on a deux composantes qui font que je pense que cette signature va être soulignée. Je pense, et Tom, je vais te relancer là-dessus, la question qui se pose derrière, c'est est-ce que dans le cadre d'OKC, investir, et tu y as déjà un petit peu répondu, massivement sur le poste de backup pivot, parce qu'il semble clair que la version ultime d'OKC, comme l'a indiqué Constance, c'est celle avec Chet qui se trouve au poste de pivot. Est-ce que ça a du sens d'investir autant sur un pivot remplaçant? Moi, j'ai tendance, je l'avais dit dans l'épisode Lakers, je crois, ce que j'ai vu un rapprochement, je sais plus où, entre l'idée d'investir sur le poste de pivot comme ont pu le faire les Lakers il y a très longtemps, ou la volonté de le faire, et ce qu'a fait OKC. Et pour moi, la différence, c'est le joueur que tu veux protéger, en fait. Chet reste fondamentalement un pivot. Donc ça n'a pas de sens d'investir autant sur un pivot. Tom, qu'est-ce que tu en penses? Après, pour moi, tu vois, Hartenstein, c'est pas vraiment un pivot backup, hein. C'est-à-dire que, ok, il a joué remplaçant, mais il a le niveau d'un pivot titulaire solide, hein. Je pense que si jamais tu alignes les pivots, je pense qu'il est peut-être dans le top, il doit être dans le top 20. Ouais, même 15 ans. Au niveau du poste de pivot, clairement, quoi. Et puis, c'est un pivot qui est, ce qui fait peur aussi pour le poste de pivot, c'est la notion de playoff et d'à quel point il peut être sorti du terrain par rapport à ses faiblesses. On a vu Isaiah Hartenstein, il n'a pas été sorti du terrain. Alors oui, c'était l'un des seuls qui était en santé. Donc oui, il y avait peu de choses qui sortent sur le terrain, notamment avec Thibodeau. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas encore montré de grosses limites pour le nombre de minutes qu'il aura à jouer. Après, là où je comprends ce que Constant veut dire et ce que toi aussi, Ben, tu veux dire, c'est que c'est vrai que le mouvement pour Isaiah Hartenstein, ça ressemble plus à un mouvement de plancher qu'un mouvement de plafond parce que c'est pas un joueur idéal à mettre dans ton closing five. Et en fait, toute ressource investie pour un joueur qui ne peut pas ou qui idéalement ne fit pas avec ton closing five, puisque dans la meilleure version d'OKC, le poste 5, c'est Chet Holmgren, en fait, tu améliores pas le niveau maximum que tu peux atteindre avec tes 5 meilleurs joueurs, mais tu améliores le reste. Et je trouve que c'est aussi une vision intéressante puisque Chet Holmgren, l'an dernier, il a joué les 82 matchs. Il y a de fortes chances qu'il les joue pas l'an prochain. Enfin, si on fait, il peut pas en jouer plus. Il peut pas jouer 83 avec la finale du in-season tournament, mais c'est sûr que même sans blessure, il y a des matchs où il sera mis en repos, c'est sûr. C'est ça. Donc les jours où Chet ne peut pas être là, il pourra entre guillemets être remplacé par Isaiah Hartenstein qui n'a pas le même skill set, qui est un joueur totalement différent, mais qui t'offre quand même un certain niveau plancher quand Chet n'est pas là pour améliorer ton bilan aussi en saison régulière. Je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut pas sous-estimer. Autre chose par rapport à l'arrivée d'Hartenstein, c'est le fait de pouvoir tester toutes les capacités de Chet, puisque c'est vrai, Chet c'est un poste 5, il est meilleur quand il est au poste 5, mais tu veux pas non plus qu'il soit cantonné qu'à ça et tu veux aussi le voir évoluer dans différentes conditions. Un peu à la manière de Memphis avec Jaren Jackson Jr. Donc, tu veux aussi le voir dans d'autres styles pour voir, le développer, quoi. Pas le limiter uniquement à ce qu'il sait déjà faire, le mettre dans des positions où il va être obligé de développer un skill set différent pour pouvoir être un joueur efficace à cette position. Donc, je trouve que par rapport à son évolution, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Voilà. Constant. Ouais, moi, il y a deux trucs, en fait. C'est sur ça, je suis d'accord, même si finalement, si jamais Chet venait à être blessé, le remplacer par Isaiah Hartenstein, ça modifie à peu près tous tes schémas offensifs, et du coup, tu peux pas jouer de la même manière. Je pense que la réelle difficulté, c'était que tu trouvais un profil qui pouvait coller avec celui de Chet
soit c'était à Horford, mais il fallait à Horford il y a 4 ans, celui qui était allé à OKC, celui qui était venu se retaper, soit il fallait Naz Reid. Et à partir de là, disons que tu pars sur un pivot qui a, on en avait parlé avec Tom sur le précédent épisode, qui a des skill sets quand même plus rares qu'un simple protecteur de cercle comme peut l'être Mitchell Robinson ou Walker Kessler. Après, moi, une autre problématique que j'ai, c'est que Sam Presti, il est beaucoup sur la passe, et effectivement, le passing game d'Isaiah Hartenstein est quand même de grosse qualité, mais quand tu mets en lien avec tes franchise players, ou en tout cas avec tes meilleurs joueurs, ce ne sont pas des joueurs qui évoluent off-ball. Shai Gilgeous-Alexander est inexistant off-ball, Jalen Williams est inexistant off-ball, donc effectivement, il va se régaler, Isaiah Joe, avec potentiellement les dribble hand-off, le jeu d'écran d'Isaiah Hartenstein, mais finalement des profils comme ça au KC qui sont capables d'évoluer soit avec des staggers, soit évoluer off-ball pour avoir des catch and shoot à 3 points. Ça marchait au Knicks parce qu'il y avait Jalen Brunson, ça marchait parce qu'il y avait Dante DiVincenzo. Au KC, t'as que finalement Isaiah Joe qui est capable de le faire, et Jalen Brunson et Shai Gilgeous-Alexander, quand bien même ils prennent leur tir souvent sur les mêmes zones, le processus est complètement différent. Et notamment un joueur comme Shai Gilgeous-Alexander, c'est un joueur qui n'utilise quasiment jamais les écrans pour aller dans ses spots. C'est un joueur, et même sur les drives, OKC est une équipe qui drive énormément sans pose d'écran. Et du coup, Isaiah Hartenstein, ok, c'est un bon poseur d'écran, mais est-ce qu'il sera utilisé comme ça? Si tu veux l'utiliser en poseur d'écran, ça change quand même drastiquement tes schémas offensifs, alors que quand bien même OKC est une meilleure équipe, ça fait 3 ans que les schémas offensifs, ça fait 4 ans que les schémas offensifs sont les mêmes depuis l'arrivée de Mark Daigneault, très axé sur le drive, beaucoup de drive sans jeu d'écran. Donc ouais, je pense que c'est un mariage qui sera pas forcément parfait. Je pense qu'en début de saison, il risque d'avoir quelques couacs. Et sur le dernier point que Tom a cité sur le closing 5, moi ça me pose souci dans le sens où que tu prennes Alex Caruso ou que tu prennes Isaiah Hartenstein, ok, tu peux varier les closing 5, c'est-à-dire que tu peux avoir un closing 5 très agressif et très petit avec Caruso, ou tu peux avoir un closing 5 très grand avec Isaiah Hartenstein et avec Chet Holmgren au poste 4. Sauf que pour moi, tu auras toujours une mismatch à exploiter pour l'adversaire si jamais tu finis avec un de ces deux closing 5. Pour moi, ça manque vraiment d'un défenseur sur l'ailier. Et encore une fois, je suis peut-être trop biaisé, mais si jamais OKC prétend jouer le titre, tu dois te calquer, ou en tout cas tu dois faire un minimum ce que fait le champion en titre qui est Boston. Et à l'heure actuelle, si tu as une finale entre OKC et Boston, je ne sais pas qui est capable de défendre Jason Tatum. Et que ce soit Constant, t'aurais préféré par exemple quelqu'un comme Jeremy Grant potentiellement? Moi, je voulais un ailier de grande taille, donc quand j'ai vu que Deni Avdija a été tradé du côté de Portland, moi ça a été mon nervous breakdown. Là, ça a été le moment où je suis tombé sur mes genoux en disant non, non, mais enfin moi je voulais un ailier de grande taille, et je pensais que ça pouvait ne pas déséquilibrer ton équipe et renforcer tes qualités. Après, Sam Presti est parti sur autre chose, on verra bien, on verra ce que peut faire Mark Daigneault. Mais ouais, moi déjà qui n'étais pas fan de pivot. Encore moins des pivots qui ne tirent pas à 3 points, ça ne renforce pas mon amour pour eux. Et c'est dommage, j'aime bien les ailiers de grande taille. Donc c'est pas ce qu'il y a au KC. Et un dernier point. Contaminé par, tu as une bénite aiguë. Ouais, j'ai une bénite aiguë. Ouais, mais je suis contaminé par des années de visionnage de Kevin Durant et de Paul George dans ma franchise. Forcément, ça influence un peu. Et voilà, le tout dernier truc que je voulais citer, c'était que j'ai oublié ce que je voulais dire, donc comme ça ce sera perdu dans les limbes. Tant pis, j'ai déjà assez parlé. La seule chose que je veux mettre en avant, là où je suis d'accord avec tout l'exposé de Tom, on l'a déjà dit, hein, mais c'est le montant de l'investissement, qui me gêne en fait. C'est-à-dire que tu fais le même pari de manière un peu plus limitée, avec un peu. Alors vous allez me dire quelle était l'alternative. Bon, il n'y en avait pas tant que ça, mais en fait, c'est plutôt le montant, investir une telle part de ton salary cap sur un joueur qui, encore une fois, certes, il peut être dans ton closing 5, mais dans cette idée de exploitation maximum de ton deuxième meilleur joueur potentiellement, que ça soit un joueur qui soit sur le banc, c'est ça qui me gêne en fait. Surtout dans une notion où OKC, et je crois que c'est ça qu'on sent que tu voulais mettre en avant aussi cet été, et entrer dans une nouvelle dimension maintenant. Ils sont dans les équipes pour lesquelles chaque move doit être conditionné vers l'obtention du titre. Et du coup, les manières d'optimisation du salary cap sont plus les mêmes. C'est là où ça me gêne un peu. Voilà, OKC fait ce move-là il y a peut-être un an et demi. Je pense que mon regard est pas le même. Mais là, maintenant, t'as eu le first seed, t'as Shea qui est top 10 NBA largement. La manière de considérer l'effectif et d'attaquer la free agency doit plus être la même. Voilà. C'est ça qui
Alors j'ai retrouvé ce que je voulais dire, mais j'ai pas fait l'épisode Wear Thunder, donc allez l'écouter, mais du coup j'ai des trucs à dire, donc excusez-moi, on va faire un peu long sur OKC, mais enfin, tu vois, tu parlais de faire Hartenstein il y a 1 an. Eh ben, vu que tu as prolongé Isaiah Joe et Aaron Wiggins sur des montants qui sont un peu en dessous de la mid-level pour Isaiah Joe et un peu au-dessus de la round pour Aaron Wiggins, eh ben, tu étais obligé de faire ce move cet été pour rentabiliser ton cap space. Parce qu'avec les extensions d'Isaiah Joe et d'Aaron Wiggins, plus la prochaine extension d'Alex Caruso, en fait, même sans prendre en compte les extensions, les deuxièmes contrats de Jalen Williams et de Chet Graham, tu n'aurais déjà plus eu le cap l'été prochain pour faire ce genre de move comme Hartenstein. Donc, entre guillemets, c'était utilise ton argent maintenant ou tu ne l'utiliseras, tu pourras pas l'utiliser la saison prochaine. Donc ça, il faut le faire. Et le point que j'ai oublié, c'était que effectivement, cette absence d'ailier, ça me donne encore plus crainte dans le fait que Ousmane Dieng sera un joueur de la rotation l'an prochain. Je trouve qu'avoir Ousmane Dieng en joueur de rotation dans une équipe qui est censée jouer le titre, ça fait un peu tâche. Un peu comme Josh Giddey l'an dernier. Eh bien, la partie OKC a été longue. On l'espère complète encore une fois. Tu l'as dit, Constant. Il y a un excellent podcast sur OKC qu'on ne peut faire que vous recommander sur la question. Ou en plus, Constant, tu n'as pas participé. Donc, alors, j'étais trop grincheux pour y participer. Parce qu'on n'a pas parlé de la draft de Nikola Topic, mais ça m'a rendu tout vert aussi autour. Alors, on a parfois des réflexions sur ça. Sachez qu'on le faisait il y a quelques années, mais maintenant, la draft, on ne suit plus rien. Donc, enfin, je ne suis plus rien et on est plusieurs dans l'équipe à ne rien suivre. Donc, plutôt que de lire des fiches sur Internet, on préfère juste laisser ça aux professionnels. Quand bien même on va parler de la draft durant ce podcast, on va parler d'un move qui a été fait à la draft, qui est probablement mon move favori de toute l'intersaison. Donc comme ça, au moins, on suit pas la draft, mais moi, mon move préféré, il a été fait via là. Vous remarquerez du coup que bien évidemment le mini GOAT suit la draft parce qu'il pas autant, mais celui-là je le connaissais par contre. Alors enchaînons sur le finaliste malheureux, les Mavericks de Dallas. Chez qui alors les 2 derniers post-mortem, vous l'avez remarqué, on est en période de recrutement, c'est l'été, le contexte est assez particulier. On va essayer de vous faire le post-mortem de Dallas et le post-mortem Cleveland. On va essayer. On vous promet rien, mais on va essayer. Du coup, le move qui a fait couler le plus d'encre du côté de Dallas, c'est l'arrivée de Klay Thompson en sign and trade, qui a signé un contrat de 3 ans et 50 millions. Citons aussi l'arrivée également en trade de Quentin Grimes et de Naji Marshall, qui lui n'est pas arrivé en trade, mais a signé un contrat de 3 ans et 27 millions de dollars. Alors, les gars, moi, c'est une intersaison que j'ai beaucoup de mal à apprécier parce que je pense que malgré le fait que sa réputation ait été largement entachée, je suis limite, je pense, plus sceptique que, on va dire, le consensus sur l'état actuel de Klay Thompson et en particulier une saison supplémentaire. Je vais commencer par toi, Tom. Est-ce que tu peux me rassurer ou est-ce que tu vas aller dans mon sens? Moi, je pense que Klay Thompson, il va être au Mavs de Luka Doncic, ce que peut-être Stojakovic a été au Mavs de Dirk Nowitzki. C'est pas Klay Thompson en mode Jason Terry, ça va être Klay Thompson en mode Stojakovic. C'est-à-dire que voilà, il va remplacer Tim Hardaway Jr. par Klay Thompson en utilisant juste 2 seconds tours de draft et Josh Green qui entre guillemets paie les pots cassés pour que le sign and trade puisse être effectif. Pour moi, franchement, c'est une bonne affaire, sachant que notamment avec le développement du playmaking sur short roll de Derek Lively, quand tu vas avoir des pick and roll centraux avec Doncic, Lively et que dans le coin t'as pas Tim Hardaway Jr., t'as Klay Thompson ou t'as Klay Thompson qui sort d'un stagger, tu regardes pas Klay Thompson comme tu regardais Tim Hardaway Jr. Le niveau de panique, même s'il met pas le tir, le niveau de panique est différent. Et puis Klay Thompson, ça reste, alors oui, c'est pas un shooter à 45% à 3 points ou à plus de 40 comme il a été, mais ça reste Klay freaking Thompson qui va inspirer la peur sur les schémas défensifs adverses. Et je pense que voilà, ça reste un excellent joueur de catch and shoot. Franchement, ça reste une des références là-dessus. Donc je pense que c'est un bon ajout. Là où moi j'ai un peu plus de réserve, un peu comme toi Ben, c'est notamment sur l'aspect défensif et sur le fait que si tu joues avec Kyrie, Luka
et aussi Klay Thompson, il va falloir quelqu'un pour défendre, par exemple, les petits meneurs de jeu. Puisque bon, on a vu, tu vois, Najee Marshall qui est arrivé, lui avait fait un boulot plutôt solide face à Shea contre le Thunder. Et Derrick Jones Jr. c'était leur joueur désigné sur les premiers initiateurs qui n'est plus là. Donc Najee Marshall, il est à l'aise face aux joueurs un petit peu plus grands comme de la taille de Shea. Par contre, il est un petit peu plus en difficulté face aux meneurs très dynamiques du style, par exemple, les De'Aaron Fox, Ja Morant et tout ça. Donc, c'est vrai que les Mavs, en faisant ce move-là, ils se rendent un peu vulnérables à un certain type de joueurs s'ils vont au playoff, mais s'ils veulent aligner les trois ensemble, sachant que aujourd'hui, on peut se dire que même si Klay Thompson n'est pas starter garanti, je pense qu'il le sera. Je pense qu'il le sera, même s'il n'est pas starter garanti. Il y a peut-être juste une place qui va se jouer, puisque on a le top 3 avec Kyrie, Doncic et Lively, qui, je pense, sont figés dans le marbre, gravés dans le marbre. Je pense que Klay Thompson, il aura sa carte à jouer peut-être au poste 3 et il faudra voir est-ce que ce sera Najee Marshall, est-ce que ce sera Dante Exum s'il revient, enfin voilà. Ils ont quand même des choix à faire, mais je trouve que c'est une bonne signature Klay Thompson, notamment à ce montant-là, et surtout pour le rôle qu'on va lui faire jouer. On n'attend pas de Klay Thompson qu'il soit une troisième option à 20 points par match. On attend de lui qu'il soit en mesure de prendre 7, 8, 10, 3 points par match. Mais est-ce que c'est pas justement le rôle, je rebalance vers toi, Constant, le rôle, mais défensif, tu l'as déjà un peu noté, Tom, qui pourrait être inquiétant pour Klay, là où offensivement, vous l'avez dit, la menace qu'il représente est toujours extrêmement respectée par la défense adverse, mais défensivement, tu as déjà mentionné, Tom, c'est une équipe qui a eu des grandes difficultés à défendre sur beaucoup d'ailiers des Celtics, on l'a vu en finale. Est-ce qu'on peut pas être inquiété par cette dimension-là? En fait, le problème, c'est qu'il perd Derrick Jones Jr., qui était, si on regarde les match-up difficulty, c'était celui qui avait la match-up difficulty la plus élevée de toute la NBA. C'est-à-dire que c'était le meilleur attaquant était systématiquement défendu par Derrick Jones Jr. et il y avait quasiment aucun switch. C'est-à-dire que à chaque possession de tout le match, le meilleur attaquant était défendu par Derrick Jones Jr. à peu près peu importe le profil, hormis si c'était un pivot dominant type Joel Embiid ou type Nikola Jokic. Mais donc tu perds quand même une encre défensive. Je serais peut-être un peu moins pas négatif sur la défense de Klay, mais plus sur la notion de tu n'as plus un joueur capable de réellement défendre sur les meneurs dynamiques, dans le sens où c'est peut-être un peu un reach, ou c'est peut-être un peu se projeter, mais ne pas sous-estimer les capacités défensives qu'on avait vues pour Quentin Grimes sur sa dernière saison à New York, donc la 2022-2023, lorsqu'ils affrontent Miami. On l'avait vu défendre sur des Jimmy Butler. Alors, c'est pas des profils explosifs comme les De'Aaron Fox ou comme les Ja Morant, mais c'est des profils plus ancrés sur le backcourt, potentiellement, où il pourrait peut-être un petit peu suppléer du Najee Marshall. Après, c'est sûr que quand tu remplaces Derrick Jones Jr. par Klay Thompson, défensivement, la perte est énorme. Mais offensivement, l'ajout est quand même de très grande qualité. Comme l'a dit Tom, effectivement, la respectabilité de Klay Thompson vis-à-vis des équipes est quand même assez importante. Moi, j'ai quand même quelques réserves dans le sens où tu peux avoir... Je suis pas sûr déjà qu'il soit titulaire. À voir s'il sort du banc ou pas, mais Klay Thompson, voilà, on parlera des Warriors aussi, il y a eu quelques problèmes, on va dire, un peu de comportement. Il n'a pas forcément apprécié l'idée de sortir du banc et d'être remplacé peut-être par Brandon Podziemski. À voir si, là, dans un contexte où lui estime qu'il a peut-être plus de chances de remporter un titre, peut-être qu'il sera plus à même d'accepter ce rôle de sortie de banc et peut-être, je sais pas, de laisser pourquoi pas un Quentin Grimes titulaire, si vraiment tu as envie d'avoir un défenseur sur le backcourt, soyons fous. Mais c'est plus ce côté où Dallas a quand même énormément souffert face à Boston de cette incapacité à créer du chaos via le dribble autre que par Kyrie et par Luka Doncic. Et en fait, les arrivées que tu fais ne résolvent rien ce souci. C'est-à-dire que Klay Thompson va être essentiellement un shooter off-screen et un joueur off-ball, alors que du côté des Warriors, il avait montré de temps en temps quelque chose balle en main, mais là, je pense pas qu'on sera sur cette version-là de Klay Thompson. Et Najee Marshall est dans le rôle que pouvait avoir Derrick Jones Jr. en un peu mieux meilleur offensivement et un peu plus fluidificateur, un peu plus connecteur. Mais sur cette notion de créer du chaos et de décharger un petit peu du scoring et de décharger de l'attention des défenses adverses de Luka et de Kyrie, pour moi, l'arrivée de Klay Thompson ne résout rien, hormis si
vraiment Klay Thompson est insolent d'adresse et que du coup, chaque mouvement off-ball de Klay Thompson puisse créer du chaos dans la défense. Il y a cette notion d'adresse de Klay qui, tu le disais en off, Constant, qui est toujours respecté et qui est toujours un joueur qui... Alors, tu l'as aussi dit, Tom, c'est plus les standards de prime Klay, mais ça reste, comparé à la moyenne NBA, ça reste un excellent joueur et la peur qu'il inspire est toujours très importante. Moi, je suis juste inquiet sur cet aspect, tu l'as dit, passe, mais surtout défensivement, parce que pour moi, en fait, selon moi, c'est selon la conclusion que tu tires des finales, la manière dont tu vas gérer et tu vas interpréter cet été sera différente. Pour moi, mon grand problème dans ces finales, c'est ils ont personne pour défendre à l'aile et Alors, ils n'ont pas été confrontés à ça de manière trop exagérée, mais vous l'avez dit dans une campagne de playoff contre Ja Morant, je suis terrifié. Genre, ils mettent qui sur Ja, par exemple. Après, sur le tir de Klay Thompson, je trouve qu'il y a quand même une perception que moi je trouve un peu faussée dans le sens où oui, si on regarde les pourcentages à 3 points, il n'est que à 39%, mais il est quand même sur 9 tentatives. Donc il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables d'enchaîner un tel volume avec un tel niveau d'efficacité. Et puis la perspective d'un peu un down year pour Klay Thompson n'est pas à exclure dans le sens où Klay Thompson, ok, il était à 38% l'an dernier. Par contre, sur la 2022-2023, il est premier en 3 points entrés, premier en 3 points tentés, il est à 41%. Donc attention aussi où peut-être que c'était entre guillemets une mauvaise année pour Klay Thompson, une mauvaise année à 39%, ça montre la qualité du shooter, mais il est peut-être, je serais pas surpris s'il est capable de remonter à 40 la saison prochaine. Je pense que c'est plus défensivement et vraiment sur le dribble où il va continuer de baisser. Tom, un petit point à rajouter sur Dallas? Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont refait ce qu'ils avaient fait avec, en ajoutant par exemple Daniel Gafford au côté, en ajoutant Daniel Gafford, pardon, avec Derek Lively. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ajouté de polyvalence, mais ils ont récupéré un peu meilleur sur les mêmes rôles. Là où on a par exemple Klay Thompson qui est une version bien meilleure entre guillemets que Tim Hardaway Jr. même maintenant. Quentin Grimes qui est une version bien meilleure que Josh Green par rapport à ce qu'on a vu et qui est peut-être un petit peu plus polyvalent. Hein, et je pense que c'est ça aussi, ça fait la différence. Et on a comment ça s'appelle Najee Marshall. Najee Marshall qui même si c'est une version moins explosive, je pense que il est moins polyvalent sur ce qu'il peut faire en défense globalement en termes de profil. Mais je pense que sur les joueurs, par exemple, comme Jason Tatum, Jaylen Brown, tu vois, les grands ailiers puissants, ça va être le joueur un peu missionné. Et je pense que sur ces types de profils-là, il est un peu meilleur que Derrick Jones Jr. et il est un peu moins cher aussi. Tout comme Quentin Grimes est un peu moins cher que Josh Green. Et quand on regarde Tim Hardaway, il a à peu près, c'est le même salaire que Klay Thompson. Donc, globalement, tu vois, ils n'ont pas ajouté beaucoup de diversité, mais ils sont rajouté des joueurs un peu meilleurs sur ce qu'ils avaient déjà. Peut-être rapidement sur le départ de Josh Green, parce que c'est quand même un départ entre guillemets important dans le sens où c'était un joueur que tu avais drafté, c'était un joueur que tu venais de re-signer en plus sur une extension pour un deuxième contrat et le perdre, c'est embêtant et pas embêtant dans le sens où on a vu que Josh Green avait une utilité lorsque il manquait soit Kyrie Irving, soit Luka Doncic. Mais lorsque tu avais les deux en même temps sur le parquet, et surtout Luka Doncic, il perdait de son utilité en attaque. Peut-être que Quentin Grimes le remplacer par Quentin Grimes entre guillemets, qui a un profil plus défensif, ça peut servir. Mais il y a ce côté où tu perds un petit peu en termes de biais de jeunesse, où tu te dis, bon, on a lâché un joueur de 23 ans pour un joueur de 33, mais peut-être que Klay plus Quentin Grimes font plus sens à côté de Kyrie Irving, à côté de Luka Doncic, que ne l'était Josh. Eh bien, enchaînons, les gars, avec une partie que j'adore. Je vais citer le titre qu'a mis Constant pour cette partie. Je cite une partie, apprends à vivre avec la second apprendre et ou un proprio radin. Enchaînons avec les Nuggets. Les Nuggets qui ont donc perdu Kentavious Caldwell-Pope. KCP n'est plus du côté des Nuggets. C'est une équipe qui, on va être honnête, s'appauvrit depuis son titre. Les gars, on pense quoi des Nuggets actuels? Je suis obligé de lancer Tom là-dessus. Est-ce que ces Nuggets sont un petit peu une des victimes du CBA? Et je vais aller plus loin.
parce que ça a déjà été sous-entendu off, est-ce que ces Nuggets ne sont pas victimes d'une partie de poker menteur de la part de beaucoup de propriétaires qui utilisent la menace de la second à prendre pour, voilà, faire preuve d'une radinerie sans limite. Vas-y, Tom. Bah, je pense globalement qu'ils sont surtout victimes du propriétaire, hein, comme tu l'as mentionné tout à l'heure. C'est-à-dire que pour moi, si pour toi gagner le titre NBA est le but ultime, tu dois, et que tu as le meilleur 5 majeur, ou du moins tu as l'un des meilleurs 5 majeurs sur les 2 dernières années en termes de minutes jouées, en termes de net rating, et que tu es sérieux à propos de vouloir gagner le titre, tu ne casses pas ce 5 majeur-là. Et en fait, pour moi, ils avaient les moyens de signer KCP. Ils ont pas c'est-à-dire qu'ils ont les bird rights de KCP, ils avaient les moyens. Alors oui, peut-être qu'ils auraient été obligés de, par exemple, réduire le montant en termes de dollars annuels et de proposer, par exemple, une 4e année. Chose que, voilà, aller peut-être un petit peu plus loin et avoir un contrat un petit peu, un peu moins intéressant pour eux. Mais à partir et moi j'aime bien dire ça et on en parle souvent, Ben, c'est le fait que quand tu joues le titre, le rapport qualité-prix, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est le rapport terrain. Parce qu'il n'y a pas d'histoire, machin, on a économisé tant, machin. Alors oui, dans la construction de l'effectif, c'est important d'avoir des joueurs qui sont payés en dessous de leur valeur. Mais à partir du moment où tu as un joueur aussi important que KCP dans ton cercle majeur, parce que on rappelle, c'est le move d'échanger Will Barton contre KCP qui change aussi la trajectoire de cette équipe-là et qui la rend comme un véritable contender. Alors oui, je veux bien, il y a Christian Brown qui est dans l'effectif, qui peut remplacer ses minutes. Mais encore une fois, si Christian Brown prend les minutes de KCP, qui prend les minutes de Christian Brown? Et alors, on a vu Christian Brown assez à l'aise dans leur série de playoffs, enfin un petit peu plus à l'aise que KCP pour défendre Anthony Edwards, par exemple. Mais en termes de navigation, tout ça, quand il va falloir défendre, encore une fois, à des profils un peu plus petits, des meneurs de jeu, ce sera pas la même histoire pour Christian Brown. Et sachant que Christian Brown, c'est un joueur qui, de mémoire, il a une envergure négative aussi. Donc, il a un petit peu, ça va être plus compliqué pour lui. Alors, on l'a vu déjà faire de bonnes choses face à Ja Morant. Ça a été un match. Il va falloir voir ce qu'il va pouvoir faire face à De'Aaron Fox, tout ça. Mais après, la grosse difficulté, c'est aussi Christian Brown offensivement, c'est pas KCP. C'est pas KCP du tout. Et Denver, qui est déjà une équipe très limitée dans le volume de 3 points qu'ils prennent. Je crois que l'an dernier, ils étaient soit dernier, soit avant-dernier en termes de 3 points mis et de 3 points pris en moyenne. Donc, il va falloir trouver des solutions pour le remplacer. Et ça va pas être évident. Mais globalement, la perte de KCP, pour moi, c'est vraiment une erreur. Et c'est une erreur imposée financièrement par le propriétaire. Est-ce que Constant, je te laisserai enchaîner parce que Tom a dit beaucoup de choses et je te lance une petite bille comme ça, une preview d'un épisode qu'on a beaucoup teasé, celui de la fenêtre de titre. Est-ce que ça réduit de manière drastique la fenêtre de titre des Nuggets, ce move-là? Non, parce qu'ils ont Nikola Jokic. Et lorsque tu as le meilleur joueur du monde, c'est toujours plus pratique pour ouvrir ta fenêtre de titre, surtout quand tu as un fluidificateur comme ça. Après, Tom a dit beaucoup de choses, même quasiment tout dit, hein, pour être très honnête. Moi, j'ajouterais juste que le max de Michael Porter Jr. et le max de Jamal Murray, il pique un peu du coup pour les finances. Tu fais comment pour prolonger tes autres joueurs après? Ça, c'est idée d'épisode que j'ai eu en voyant le contrat de Franz Wagner sur les joueurs au max. Bref, la personne. Faut pas le dire, Constant. T'inquiète. Je le spoil, ça sortira peut-être pas, mais bref. Non, mais sur Denver, effectivement, tu regardes été 2023, ils sont champions. Ils perdent Christian Brown, ils perdent Bruce Brown, excusez-moi. Calvin Booth, qui est le GM, qui fait oui, mais on a Peyton Watson. Ok. Peyton Watson, il a été utile 0 secondes durant les playoffs 2024. Je suis désolé, je sais qu'il y a une cote de popularité de la part des fans des Nuggets sur Peyton Watson. Et en régulière, il a été très bon. Et défensivement, peut-être que lui pourrait reprendre le rôle qu'avait KCP, mais par contre en attaque, l'impact n'est pas du tout le même. Été 2024, ils perdent en 7 contre les Wolves, ils perdent KCP. Et Calvin Booth, il fait oui, mais vous inquiétez pas, on a Christian Brown et on a Julian Strawther. Ok. Mais il y a un moment où tu perds quand même 2 joueurs cadres de 2 runs de playoff. Et comme l'a très bien dit Tom, lorsqu'on avait fait pourquoi ils gagneront pas avec toi, Ben, sur les Nuggets, et lorsqu'on avait fait le post-mortem, on avait parlé des 2 trucs. On avait dit
Tu dois garder KCP. On avait parlé de la qualité du net rating lorsque le starting five de Denver était sur parquet. C'est pas la qualité du banc, hein, globalement, qui permettait à Denver de gagner. C'était les minutes avec Jokic et surtout les minutes lorsque tu avais l'intégralité du 5 majeur qui jouait ensemble. Et tu enlèves une pièce comme ça. Et ouais, tu remplaces, ok, tu peux remplacer Christian Brown, mais encore une fois, comme Tom l'a dit aussi, bah ok, peut-être que le remplaçant va faire le job du titulaire, mais est-ce que le remplaçant du remplaçant va faire le job du remplaçant? Bah ça, c'est pas sûr. Et du coup, bah ouais, Peyton Watson, il reprend les minutes de Bruce Brown l'an dernier, mais qui prend les minutes de Peyton Watson? Bah, il n'y a personne. Et peut-être que Christian Brown, il reprendra les minutes de KCP, mais qui prendra les minutes de Christian Brown? Donc ça, c'est une réelle problématique, et je pense que Denver, s'il n'y avait pas une autre franchise du côté de Los Angeles, et l'équipe de toute la NBA, qu'on pouvait considérer comme contender en 2022, enfin en 2023-2024, et pas Brooklyn, voilà. C'est l'équipe avec les Clippers, ce sont les deux équipes qui sont plus affaiblies en termes sportifs, et pour qui la fenêtre, soit elle est fermée, soit elle commence à doucement se fermer pour des considérations un petit peu financières, et peut-être parce que tu as un proprio qui se dit oui, mais on a des jeunes, vous inquiétez pas, ça va le faire. Surtout que, tu vois, je me permets, Ben, surtout qu'ils ont salary dump Reggie Jackson, ou là, au moment où tu te dis, ils salary dump Reggie Jackson, c'est qu'ils vont pouvoir mettre de l'argent sur la table pour KCP. Mais non, que nenni. Surtout. Et malheureusement pour eux, c'est que, là, ils sont littéralement attachés à ce que vont produire, les joueurs qu'ils ont draftés. Ouais. Et en fait, c'est un peu ce que Memphis a essayé de faire après la saison à 56 victoires, c'est-à-dire laisser partir des vétérans entre guillemets, pour signer des joueurs sur des contrats avec des coûts beaucoup plus contrôlés pour pouvoir maîtriser l'aspect finance alors que les stars de l'effectif allaient commencer à être payés. Et malheureusement pour eux, aujourd'hui, bah, ils n'ont pas encore pu refaire toute la rotation, et ce que tu vas devoir attendre d'eux, tu as parlé, Constant, très bien de Peyton Watson, hein, qui a été mis, comme on dit, à la doghouse il s'est fait mettre à la doghouse par coach Michael Malone. Ben, coach Michael Malone, il aura pas d'autre choix. Après, dans un autre sens, on peut se dire que, encore une fois, on aime bien répéter ça ici, le meilleur moyen de faire en sorte que ton coach fasse jouer des joueurs, c'est de lui enlever les joueurs qu'il fait jouer à leur place. Donc, Calvin Booth, il force la main de Malone pour qu'il puisse donner des minutes aux jeunes, puisqu'on voit que dans la fanbase de Denver, il y a parfois des plaintes qui sont faites sur le fait que voilà, il fait pas assez jouer les jeunes et qu'il tente pas assez par rapport à ce qu'on sait déjà de l'équipe. Après, par rapport à ça, deux choses. Il y a toujours cette volonté dans toutes les équipes de faire jouer les jeunes. Je pense qu'il n'y a jamais cette prise en compte de la part des fans du fait que c'est un peu comme ma théorie du coach assistant, c'est-à-dire que le pire scénario avec un jeune, c'est pire qu'avec un vétéran. En fait, c'est-à-dire que le jeune, lui, va faire des erreurs de jeunesse, va perdre des ballons, et en fait, le drop-off sera gigantesque, première chose. Deuxième chose, et je reviens un peu sur ce que tu as dit au début, Tom, du coup, je pense qu'il y a cette dissonance entre ce qu'il faut faire théoriquement. C'est vrai que théoriquement, dans la nouvelle économie de la NBA, il faut que tu aies des jeunes en contrat rookie, et en fait, le manque de prise en compte terrain de ce que ça apporte et ce que ça implique, en fait. C'est-à-dire que il faut les responsabiliser durant la saison régulière, et je suis désolé, l'exemple de Derek Lively est un mauvais exemple. C'est-à-dire que des joueurs de première ou de deuxième année qui ont beaucoup d'impact en play-off, ça reste compliqué si tu leur as pas donné beaucoup de temps de jeu avant. Donc, il y a aussi cette volonté-là dans une conférence Ouest où avoir l'avantage du terrain, c'est important, où tu as peut-être un coach qui a pas cette volonté de donner du temps de jeu. Tu veux pas t'attendre que Peyton Watson devienne un joueur qui soit utile en playoff s'il a pas eu un temps de jeu conséquent sur la saison régulière. Donc voilà, il y a d'un côté, oui, on est d'accord pour dire qu'il faut, dans l'économie actuelle, il faut avoir des contrats rookies parce que c'est rentable, mais de l'autre, comment est-ce que tu réfléchis tes contrats rookies, en fait? C'est pas juste j'ai des contrats rookies dans mon effectif, mais comment je mets des stratégies de développement pour que ces joueurs-là soient utiles une fois les playoffs arrivés. Et je pense que chez beaucoup de contenders, la deuxième partie est pas encore vraiment prise en compte. C'est juste. Vas-y, Constant. C'est surtout dans l'économie actuelle, comment tu fais quand t'as pas de contrat au milieu, en fait? C'est-à-dire que, regardez la payroll de Denver, c'est Nikola Jokic au super max,
Jamal Murray au max, Michael Porter Jr. au max, Aaron Gordon qui a une player option. Du coup, si on suit le raisonnement de Calvin Booth, il va retirer sa player option, il va aller signer, je sais pas, aux Bulls l'été prochain. Et Calvin Booth, il va faire. T'inquiétez pas, on a Zeke Nagy et Darren Holmes. Aaron Gordon à 22 millions et après, c'est Zeke Nagy qui prend 6% du cap. T'as pas de contrat au milieu. Aaron Gordon, c'est du upper level parce que 23 millions, quand on regarde ce qui est signé, finalement des deals à 23 millions, il y en a pas tant que ça, 23 millions par an. T'as rien entre les deux. Et si tu veux faire des trades, si tu veux renforcer ton effectif, soit pour aligner le montant, pour avoir un joueur d'impact, allez, on va dire un joueur à peu près au niveau de la mid-level, tu ne peux pas. C'est-à-dire que tu as que le contrat de Zeke Nagy qui est à peu près dans ce range-là, ou alors faut mettre soit des contrats rookies, soit faire taper dans tes plus gros salaires. Donc moi, c'est une problématique. Et sur le salary dump de Reggie Jackson, et ça aussi, c'est un truc que je ne comprends pas. Comment tu peux être les Nuggets et te dire attends. Ce qu'il nous faut là en backup, c'est Russell Westbrook. Je ne comprends pas l'idée. C'est-à-dire que là, pour le coup, Jokic qui a été... on peut critiquer LeBron, hein, mais Jokic, il pousse aussi pour faire Westbrook. Donc comme quoi, il n'y a pas que LeBron qui fait des moves dessus. Enfin, qui utilise son statut de superstar pour faire venir les joueurs qu'il veut. Mais je ne comprends pas quel est le raisonnement de dire on va faire venir Russell Westbrook. C'est exactement ce qu'il nous faut en sortie de banc. Et voilà, je pense que c'est encore une fois à l'économie où tu dis non mais attends, le rendement de Russell Westbrook pour son salaire est positif, mais par contre comment il correspond avec le reste de l'effectif, je trouve que ça ne colle absolument pas. Il y a un truc par rapport à Westbrook, il faudrait avoir des joueurs NBA, les mettre autour d'une table parce qu'il y a une différence de perception aussi, je pense, qui est immense entre ce qu'on considère de Russell Westbrook et ce que les joueurs NBA voient dans Russell Westbrook. Ils sont deux choses différentes, je pense. C'est ça. Ben, je me permets juste de rebondir sur ce que Constant a dit sur le contrat de Zeke Nagy d'un point de vue financier. Notamment, alors pour l'échanger, si tu veux par exemple utiliser son contrat, t'as encore la problématique, notamment, on en a parlé un peu avec les Knicks, hein, c'est que si tu l'agrèges, t'es hardcapé à la seconde à prendre. Donc si tu l'agrèges avec un autre joueur, tu te hardcap au niveau de la seconde à prendre. Et si tu le trades et tu encaisses plus de salaire, tu es hardcapé à la première à prendre. Ouais. Où tu es limite déjà financièrement. Donc c'est vrai que pour trouver une option cohérente avec un contrat aussi petit qui peut t'apporter un playoff, bon courage. Ouais. Eh bien, enchaînons. Constant, tu l'as dit, par une des équipes, tu l'as mentionné, qui a perdu beaucoup cet été. On va s'envoler du côté des Los Angeles Clippers, qui ont donc, on vous invite à écouter l'épisode précédent, perdu Paul George, qui s'est envolé du côté de Philadelphie. Ça, je vais être très honnête, hein. Moi, j'y ai jamais cru. Donc, franchement, je suis extrêmement surpris. Donc, qu'ont fait les Clippers pour réagir? Alors, d'abord, il y a eu la prolongation signature de James Harden sur 2 ans et 70 millions de dollars. On a eu le retour de Nicolas Batum, qui était annoncé plus ou moins parfois en retraite, plus ou moins plus que moins d'ailleurs, qui a signé pour un contrat de 2 ans. On a Derrick Jones qui a été mentionné plus tôt dans le podcast, qui est arrivé en provenance des Mavs. Alors, Kevin Porter, ça... Bref. Attends, j'y viens. Il y a aussi Mo Bamba. J'ai souvent donné la parole à Tom en premier. Vas-y, Constant, qu'est-ce que tu penses de... C'était compliqué des Clippers. Eux, on est d'accord que là, la fenêtre, elle commence sérieusement à se refermer. Déjà, c'était un concept un peu, l'ouverture de fenêtre des Clippers. Parce que là, ça devient, je sais pas, ça devient une... Là, c'est un interstice. Ah ouais, là, c'est compliqué, là. Je sais pas, c'est une meurtrière dans un château fort. Je pensais à la meurtrière, ouais, effectivement. Mais la fenêtre des Clippers, elle s'est fermée en février 2024. C'est-à-dire qu'en décembre et janvier 2023, elle était ouverte. En février, on sait pas pourquoi, elle s'est fermée d'un coup. C'était peut-être un rayon de soleil dans une accalmie, ou c'était peut-être l'arbre qui cachait la forêt. Mais je n'oublierai pas ces 2 mois où les Clippers étaient la meilleure équipe NBA. Et là... Franchement, là, c'est dur. Hein. Franchement, c'est difficile. Ils ont pas trop le choix dans le sens où, comme le 2025, comme ils ont un swap 2025 qui part à OKC, comme le pic 2026, il est non protégé, il part à OKC. Comme le pic 2027, c'est un swap et est protégé à OKC. Comme le 2028, il part à Philadelphie. Le 2029, enfin bref, comme ils ont plus de pic de draft, de toute façon, ils sont obligés de rester comme ça. Et puis même, il y a une nouvelle salle, donc il faut un peu remplir quand même les spectateurs. Il y a plusieurs choses, il y a beaucoup de choses sur les Clippers. Moi, je voudrais dire un truc déjà, c'est que
James Harden qui a fait son caca boudin auprès de Daryl Morey parce qu'il lui a pas donné le max, il a demandé un trade pour finalement prendre autant du côté des Clippers que ce qu'il avait sur son précédent contrat à Philadelphie. Bien joué James, bon calcul stratégique. Deuxième truc, on a notre deuxième équipe qui a utilisé une partie de sa mid-level. Après Najee Marshall, on a les Clippers pour Derrick Jones Jr. et allez checker des équipes qui utilisent leur mid-level, sachant que c'est même pas une intégralité de mid-level. Et bah sur le marché, il y en a pas beaucoup, voire même il y en a quasiment aucune. Un autre point, le point gauchias, mais c'est normal. Là, les gens qui nous ont critiqué sur l'épisode, normalement, n'écoutent plus à ce stade à 50 minutes d'enregistrement. Déjà, les Clippers, ils avaient fait Josh Primo. C'était déjà moyen. Faire revenir Kevin Porter Jr. en disant ouais, il y a un an qui s'est passé, tout le monde a oublié, c'est très moyen. Hein. Et heureusement qu'ils font pas Miles Bridges parce que sinon ils auraient complété le Pokédex des mecs qui n'ont rien à foutre en NBA. Bref. Ils étaient pas loin, visiblement. Mais Attends, c'est pas encore fait. Hein. On sait jamais ce qui peut se passer. Non, mais sinon, pour revenir sur le sportif, je trouve que les Clippers, leur recrutement, hormis si on enlève l'aspect économique qu'on mentionnera après, mais sportivement fait sens dans l'esprit où tu te dis, avec le départ de Paul George, on va avoir beaucoup plus de responsabilités balle en main pour Kawhi, donc on va prendre des joueurs qui sont capables de décharger Kawhi défensivement. C'est pour ça, selon moi, que tu prends Derrick Jones Jr. pour empêcher Kawhi d'être le défenseur sur le point of attack et que ce soit Derrick Jones Jr. et que tu prends Nicolas Batum pour pouvoir te relayer un petit peu défensivement sur les ailiers et du coup dire à Kawhi tu vas avoir un peu le rôle qu'avait Paul George, à savoir d'être un défenseur plutôt off-ball. Par contre, en attaque, ça va être Kawhi et James Harden qui vont énormément porter la balle. On va essayer de capitaliser sur les progressions au playmaking de Kawhi depuis son arrivée pour fluidifier cette attaque-là. Mais après, je trouve que l'effectif est quand même assez bancal. Tom en avait parlé dans la conversation, mais pour moi, tu as un déséquilibre terrible en termes sur les profils défensifs et offensifs. C'est-à-dire que si tu essayes de faire le meilleur 5 de spacing des Clippers, c'est quoi? C'est Norman Powell, James Harden, Kawhi Leonard, Nicolas Batum et PJ Tucker au poste 5. Enfin bref, ça laisse un peu circonspect. Peut-être Amir Coffey au poste 5, je sais pas. Mais je trouve qu'il y a vraiment ce côté où c'est les Clippers, on les a connus comme étant une équipe très forte à 3 points, notamment l'été dernier. Et là, je trouve que ces Clippers-là, défensivement, ont essayé de pallier au départ de Paul George pour permettre à Kawhi de mieux exister en attaque. Tu as une vraie perte de spacing. Tom, ton avis sur cet été des Clippers compliqué, été compliqué, on l'a dit. Moi, ce qui me terrifie, c'est la charge. Alors, encore une fois, je suis peut-être dans une optique, tu l'as déjà dit, Constant, dans une optique trop axée playoff, parce que c'est une équipe qui doit déjà survivre à la saison régulière. C'est déjà une c'est déjà une aventure la plupart du temps, les saisons régulières des Clippers, mais la charge qui va être demandée offensivement à un James Harden vieillissant et un Kawhi qui est, qui est vieillissant lui aussi et souvent absent, moi, ça m'inquiète un peu. Je suis très négatif dans ce podcast. Vas-y, Tom. Je pense que les Clippers, en laissant partir Paul George, parce qu'effectivement, il y avait eu des bruits comme quoi les Warriors leur avaient proposé une solution de silent trade où Paul George irait chez eux et eux ils récupéraient des contrats que les Warriors ne voulaient pas simplement pour ne pas être sans rien. Eux, ils ont décidé que l'effectif actuel n'était pas assez bon pour justifier de payer autant. Et je pense que plus que la notion de seconde à prendre, de perdre des assets et tout ça, ils se sont dit, ok, si on paie tout ça, ok, sur le terrain, on a ça, mais ça nous classe où, concrètement? Alors oui, on va arriver dans la nouvelle salle, mais ça nous met où par rapport à la concurrence? Et ils ont dû se dire, ça ne justifie pas le fait de payer autant. Donc, Paul George est parti, et là, ils sont redescendus au niveau, tu vois, ils sont au niveau de la luxury tax, légèrement, puisqu'ils se sont outcapés à la first apron en utilisant une grosse partie de leur mid-level sur Derrick Jones Jr., comme tu l'as dit, Constant. Donc là, ils se garantissent de ne pas avoir à dépenser autant. Ils se sont mis un réel outcap. Donc, ils vont perdre sur le plan terrain. Ils vont perdre au niveau des assets, parce que s'ils avaient, par exemple, re-signé Paul George, ils le remettaient sur le marché en décembre, ils auraient eu certainement des offres, ils auraient pu récupérer des choses forcément pour lui. Mais je pense qu'ils se sont dit que ça ne justifie
ça ne justifiait plus du coup de devoir payer autant pour une équipe qui avait peu de chances de passer un tour. Parce qu'il y a eu, comme tu l'as dit, hein, Constant, il y a quelque chose qui s'est passé à partir de février. Il y a quelque chose qui s'est passé à partir de février. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il y a certainement dû avoir quelque chose qui s'est passé en interne. Alors, est-ce que c'est la signature de Kawhi avec le contrat qui n'a pas été proposé à Paul George et tout ça? Est-ce que c'est ce qui a cassé un peu ce qui s'est passé au niveau du vestiaire? Mais voilà, il y a quelque chose qui s'est cassé et les Clippers ont décidé de faire marche arrière. Et là, ils se remettent un peu dans le mode où ils étaient quand ils avaient transféré Blake Griffin avec tous les role-players. Alors peut-être que c'est ce qui attend Kawhi, hein. Peut-être qu'ils vont le transférer contre plein de role-players. Ils vont refaire leur équipe. Voilà, ils vont refaire leur équipe entre guillemets sympathique qui pouvait arriver en playoff en attendant d'avoir une opportunité pour soit récupérer une superstar ou soit attendre qu'ils aient de nouveau leur tour de draft. Donc c'est vrai que de passer d'un aussi gros all-in à une équipe qui ne joue quasiment rien, hein, qui va même peut-être être en difficulté pour se qualifier au play-in, ça fait mal. Mais je pense que voilà, il y a des arguments financiers. Tu vois, ils ont fait la lettre pour dire que c'est là ce qu'on apprend. Je pense qu'il y a des arguments financiers. Ils se disent bon ben, on rentre dans la nouvelle salle, on va avoir une équipe décente peut-être pendant 1-2 ans, et puis après on verra ce qu'on fait. Sachant que ils ont quand même eu 5 ans de Kawhi Leonard et Paul George. On savait quand ils ont fait le deal avec OKC, il fallait qu'ils gagnent dans les 5 années qui suivent. Ils ont eu 5 ans. Ils ont fait une finale de conf. Tant mieux pour eux. C'est la première finale de conf dans l'histoire de la franchise. C'est ça aussi. Alors, Steve Ballmer n'est pas à plaindre. Hein, Steve Ballmer est plus riche que mais n'importe quel proprio NBA n'est pas à plaindre. N'est pas à plaindre. Mais je pense qu'il y a aussi un moment, il y a une notion de retour sur investissement. C'est-à-dire qu'on compare souvent... on va parler d'eux dans quelques instants. On parle souvent des Warriors et des Clippers en termes de luxury tax bill complètement folle et qui PIB de certains. Enfin, bref, qui est beaucoup trop. Les deux ont décidé de baisser leur payroll cette année. Exactement. Ouais. Ah, on peut pas terminer une phrase dans ce podcast. Exactement. C'est là où j'allais, c'est que effectivement, il y a aussi une notion qui les deux ont décidé de baisser et aussi il y a aussi peut-être du côté des Clippers la réalité de Steve Ballmer qui se dit 5 ans, c'est long. On a fait une finale de conf. L'équipe semblait partie sur de très très bons rails cette année. Elle a déçu, malgré le fait que payer pour moi une luxury tax plusieurs années de suite, c'est pas un problème. Il y a juste une réalité de ça marche pas au bout d'un moment. Et moi, je pense que pour un homme d'affaires, il y a peut-être cette notion-là de se dire, les gars, ça fait 5 ans qu'on essaye, on a balancé 400 millions, je disais ça, je sais plus trop, de luxury tax. Oui, c'est quasi ça, ouais. Donc, il y a un moment, là où le début de ma comparaison Warriors, c'est que les Warriors, il y a des résultats au bout d'un moment. Ils ont gagné un titre encore récemment. Enfin, il y a des résultats. Les Clippers, tu l'as dit, Tom, il y a une finale de conf, mais encore une fois, c'est trop facile de réécrire l'histoire, mais au moment du trade 2019, on dit, ils feront une finale de conf avec PG Kawhi. Il y a de quoi, avec le recul, se dire que fallait peut-être mettre fin à l'aventure, même si c'est pas, pour moi, c'est une demi-fin. La vraie fin de l'aventure, c'est un potentiel départ de Kawhi auquel, Tom, tu l'as mentionné, moi, j'y crois pas à court terme. Parce que les pics de Kawhi sont trop hauts et en fait, il y a trop peu d'opportunités d'acquérir un joueur de ce niveau-là pour t'en séparer actuellement, tout simplement. Ouais, après, il y a quand même un scénario, je pense qu'il faut pas négliger dans le sens où les Clippers, l'été prochain, en fonction de ce qui se passe avec James Harden, ils peuvent arriver avec Kawhi, Norman Powell, Derrick Jones Jr., Nicolas Batum et Kevin Porter Jr. dans leur boucle. Et du coup, ils peuvent se retrouver avec, 50, 55 millions potentiellement de cap space et go, ils peuvent refaire un coup. Je pense aussi c'est une des explications de pourquoi ils ont tradé Paul George. Alors déjà, c'est assez ironique de voir que globalement, les deux équipes pour lesquelles... Pour moi, la seconde à prendre, elle a été créée pour contrer deux équipes, c'est les Clippers et les Warriors. C'est les deux qui sont les plus victimes, entre guillemets, ou qui sortent le plus l'argument de oui, mais la seconde à prendre, même si finalement, c'est plus la luxury tax, je pense, que la seconde à prendre en soi. Mais il y a un scénario peut-être où les Clippers peuvent arriver avec un book clean d'ici 1 an, avec juste Kawhi et Norman Powell, et que du coup, ils peuvent complètement remoduler tout l'effectif et peut-être faire revenir un joueur via la free agency. Je sais pas qui est disponible en free agency d'ici 1 an, doit pas y avoir grand monde, mais c'est ça le problème.
Les Brandon Ingram, les mecs comme ça, quoi. Les gars qui ont peut-être déçu Ouais, peut-être. à un moment donné, et tu vois, repartir sur une équipe moyenne pour avoir un peu de succès dans la nouvelle salle. Après, peut-être. les gars, il y a cette notion de, on le dit tout le temps ici, le profil des joueurs qui sont sur la free agency, les free agency sont plus les mêmes qu'il y a 10 ou 15 ans, je veux dire. Même en attendant 3-4 ans, enfin, la qualité des free agents, ils n'auront pas de classe comme 2019, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Mais dans tous les cas, si tu avais donné 4 ans ou 3 ans à Paul George, tu n'aurais pas cette possibilité. C'est-à-dire que le fait, alors peut-être que, comme l'a dit Tom, tu aurais pu les changer, mais si tu prolongeais Paul George sur 3 ans, tu étais, entre guillemets, verrouillé au moins une année supplémentaire dans la luxury tax. Parce que même si tu tradais Paul George, en décembre, eh ben avec le salary floor, de toute façon, tu aurais reçu du salaire. Et tu aurais reçu quasiment le même salaire que pour Paul George. Donc, à partir de là, tu aurais eu, avec la repeater tax, tu aurais eu une luxury bill qui était une facture de luxury tax qui était à 200 millions. Effectivement, peut-être que Steve Ballmer, quand bien même il a été le grand mécène de la luxury tax des Clippers, et je pense qu'il y a plein de proprios qui doivent le remercier parce que les redistributions de luxury tax, elles ont bien dû augmenter lorsque il y avait Steve Ballmer qui était dans la luxury tax. Peut-être que lui a mis un frein de ce côté-là. Eh bien, terminons ce triptyque de je recite parce que ça m'a trop fait rigoler. Apprendre à vivre avec la second apron ou un proprio radin avec l'autre équipe qui dépense de manière fleuve. D'habitude, on en a déjà parlé au début avec la perte de Klay Thompson. Ce sont les Golden State Warriors. Alors moi, j'ai une question avant de refaire la liste des joueurs qui au niveau de Golden State qui sont arrivés, qui sont partis. Où en sont les Warriors dans leur processus? Les gars. Économiser de l'argent. Très bonne question. C'est un processus financier que sportif, moi, je pense, en premier lieu. Moi, je dirais, ils essayent d'avoir le meilleur effectif possible autour de... Pour moi, le titre, c'est fini. Pour moi, le titre, c'est fini. C'est juste qu'ils essayent de prolonger un maximum le prime de Stephen Curry en faisant en sorte qu'il ait une équipe décente, assez bonne pour aller en playoff. Rappelons les moves, Kyle Anderson qui est arrivé, Buddy Hield qui est arrivé. Bon, bien évidemment, il y a la perte de Klay Thompson. Il y a beaucoup de... Alors peut-être que c'est une partie qu'on devra ensuite amender parce qu'il y a beaucoup de rumeurs autour d'arriver peut-être d'autres trades. Bon, bref, on ne sait pas avec les Warriors, mais moi, je me suis vraiment demandé où ils en sont. Et alors, je ne sais plus lequel de vous parce que ma mémoire immédiate est vraiment défaillante. Qui a dit c'est plus financier? C'est toi, Tom? Non, c'est Constant. C'est Constant. Oh, c'est magnifique. Tu vois, j'entends financier obligatoirement, je me dis c'est Tom. Vas-y, Constant. En quoi c'est plutôt financier selon toi? Parce que ça a été dit par Mike Dunleavy, notre objectif c'est d'être en dessous de la seconde apron. Voilà, littéralement, ça a été dit texto facto en conférence de presse. Donc à partir de là, on peut pas critiquer. Et même quand on regarde les moves qui ont été faits l'été dernier, pourquoi Jordan Poole a été tradé contre la team option de Chris Brown, bien sûr, de Chris Paul pour économiser de l'argent. De Chris Brown. Non. Il aurait pu jouer aux Clippers aussi. Mais toujours est-il que, en fait, je peux comprendre Pour moi, il y a un faux procès d'intention qui a été fait à Mike Dunleavy de la part d'une certaine partie de la fanbase des Warriors, mais qui n'est pas non plus totalement erroné. C'est-à-dire que Mike Dunleavy, il arrive quand même dans une situation complexe qui est Bob Myers, il a fait oula, ça pue là, je vais m'en aller, je vais aller prendre quelques millions du côté d'ESPN et conserver ma réputation intacte. Il arrive du coup avec un chantier pas possible financièrement, avec le contrat d'Andrew Wiggins qui sportivement a drastiquement baissé entre le moment où il signe sa prolongation et le moment où Mike Dunleavy prend le poste, avec l'interrogation autour de Draymond Green, avec l'interrogation autour de Klay Thompson, avec le manque de complémentarité, ou en tout cas l'embrouille entre Draymond Green et Jordan Poole. Il arrive vraiment dans un vestiaire qui financièrement est catastrophique. Il essaye de faire Chris Paul pour Jordan Poole et globalement, on a tous dit que c'était un move qui était avant tout financier et que même de manière globale, est-ce que tu pouvais avoir un meilleur retour pour Jordan Poole vu son contrat? Pas forcément, parce que le contrat était quand même très élevé et la valeur sportive, là aussi, avait baissé entre le moment où il signe l'extension et le moment où il est échangé. Donc ça, pour moi, c'est le premier procès d'intention qu'on fait à Mike Dunleavy, c'est que on dit oui, mais il a affaibli l'effectif. Mais c'est peut-être aussi des ordres qui viennent d'en haut. Et ça, je ramène sur le post-mortem qu'on avait fait à la fin de la saison 2023 des Warriors. Le propriétaire, il
il y a une question qu'on se pose pas assez lorsqu'on on évoque les finances, c'est pourquoi et pour qui? Enfin, pour qui et pour qui? Enfin, pourquoi et pour qui tu payes la luxury tax? Et là, quand tu voyais le pourquoi, eh ben, c'était soit une sortie au play-in, soit une sortie en demi-finale de conférence assez sèche. Et pour qui? Eh ben, il y a, du côté du front office des Warriors, il n'y avait pas de joueurs où on estimait que ça valait le coup d'aller dans la luxury tax. Et après, le tout dernier procès, le tout dernier procès d'intention pour moi qu'on fait à Mike Dunleavy, c'est sur la perte, par exemple, de Klay Thompson, où Klay Thompson, il a refusé 48 sur 2 des Warriors pour aller prendre une semi-mid-level exception ailleurs. Donc, à partir de là, Mike Dunleavy ne peut pas faire grand-chose. Après, c'est sûr que tu as difficilement rentabilisé l'effectif, c'est-à-dire que ne pas faire Paul George, c'était quand même un truc qui pouvait potentiellement réouvrir un petit peu ta fenêtre, en tout cas te repositionner. Ne pas le faire, c'est un manque de réussite. Et là, pour le coup, hormis si tu arrives à faire Mark Cannon, et encore, j'y crois pas vraiment, bah là, pour le coup, elle est vraiment shut down. La fenêtre était dans une double timeline assez inconfortable pour les dernières années de Stephen Curry. Quelque chose à rajouter sur les Warriors, les gars, ou est-ce qu'on enchaîne? Je ne sais pas, Tom, un dernier mot, ou tout a été dit. Je trouve que les Warriors, en fait, il y a beaucoup trop de one-way players dans cet effectif aujourd'hui où, voilà, Kyle Anderson, on va dire que c'est plus un joueur défensif, il peut aider offensivement, mais voilà, ça va être plus un joueur qui va apporter sur le côté défensif, mais qui ne va pas être défendu de loin. On va avoir Buddy Hield, on l'a vu, hein, Buddy Hield lors de ses derniers playoffs, joueur offensif à souhait, menace avec du tir de l'homme, mais tu ne peux pas vraiment le laisser sur le terrain en playoff puisque défensivement pardon, il risque de se faire cibler, surtout avec les schémas des Warriors et avec qui il est associé. Et on a peut-être d'Anthony Melton qui est l'une des meilleures signatures pour moi avec qui est un bon two-way player lui qui apporte du playmaking défensif, qui est capable de mettre ses 3 points aussi, mais qui peut être un profil un peu redondant, soit avec Podziemski, soit avec Moody, ou soit avec Gary Payton 3. 2, pardon. GP2. Donc je trouve que voilà, il y a un peu, je pense que il y a des trades qui vont arriver dans ce roster des Warriors puisqu'il y a trop de profils redondants. Voilà, qu'est-ce qui va se passer avec Kevon Looney? Alors, qu'est-ce qui va se passer avec Kevon Looney? Qu'est-ce qui va se passer aussi par rapport à Draymond Green? Draymond Green qui a annoncé récemment dans son dernier podcast qu'il a fallu signer à Memphis. On ne sait même pas d'où c'est sorti et tout ça, voilà. Donc voilà. Concrètement, je pense que il y a des choses à faire sportivement. Je pense que Dunleavy, un peu comme tu l'as dit, Constant, il est pris à partie parce qu'il est arrivé au moment où il fallait faire les choix difficiles que Bob Myers, je pense, n'était pas en mesure de faire. Je pense qu'il n'était pas en mesure d'être assez objectif parce qu'il avait trop de relations avec les joueurs pour faire son travail correctement. Et les décisions, il n'était pas prêt à prendre toutes les décisions impopulaires qui allaient arriver. Dunleavy, il est arrivé dans une situation compliquée. Alors oui, l'effectif a beaucoup perdu en talent depuis qu'il est arrivé. Par contre, l'effectif a aussi permis aux propriétaires d'économiser beaucoup d'argent, comme tu l'as dit. Eh ben, merci Tom qui ne sera pas là avec nous pour la fin du podcast. Tom qui a des missions plus importantes que de discuter de basket avec nous aujourd'hui. Donc, on va terminer à 2. Constant, j'ai l'impression d'être à la radio là, en disant que quelqu'un va nous quitter. De toute façon, la partie suivante, Constant, limite, on a besoin de personne dans l'épisode, sauf toi. On avait besoin parce que tu nous l'as mis dans la trame. Je cite une nouvelle fois, le meilleur été possible pour les Wolves. Vu les problèmes financiers, c'est une question. Et tu as rajouté, entre parenthèses, la draft de Rob Dillingham. Alors, pourquoi est-ce que tu es fan de ce move que tu as teasé dès l'introduction de ce podcast? C'est mon move préféré de l'intersaison, littéralement. C'est celui que je préfère parce que quand on avait fait le post-mortem sur les Wolves, il me semble que c'était avec toi, Ben, en plus. On avait dit financièrement, c'est l'enfer. Financièrement, ils n'ont pas de place, ils peuvent rien faire. Les Wolves ont quand même cherché toute la saison dernière de trouver un joueur qui était capable d'apporter une stabilité sur le backcourt, notamment via le dribble, en sortie de banc. On a vu notamment avec Montemoris où ça n'a pas marché, etc. Et c'était l'une des problématiques, c'était en dehors de Anthony Edwards,
ils n'avaient pas de joueurs qui étaient capables de créer du chaos via le dribble. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait, mais attends, la draft, on peut récupérer, enfin, on récupère des draft rights, on récupère pas du salaire. Allez hop, on va aller prendre celui qui est considéré comme le meilleur porteur de balle de la QV, on va aller prendre Randy Ingham du côté de Kentucky. Alors déjà, un backcourt du côté de Kentucky, enfin un arrière du côté de Kentucky, c'est souvent source de succès, hein, parce que les guards qui sortent de Kentucky, il y en a un paquet, que ce soit Tyrese Maxey, que ce soit Devin Booker, que ce soit Malik Monk, que ce soit Shai Gilgeous-Alexander. Puis ouais, moi je trouve que en fait, ils ont eu ce truc de dire, ok, là pour le coup, on fait complètement all-in, hein, parce qu'ils envoient un premier tour unprotected 2030, un tour unprotected 2031, il me semble aussi. Donc vraiment, ils envoient tous les derniers assets qu'ils avaient. Par contre, ils se disent, mais en fait, si on voulait un joueur qui était capable de se créer son tir en sortie de banc, on ne pouvait pas le récupérer sans toucher à des assets sportifs. Et tu prends un joueur qui est sous contrat rookie pendant 4 ans, donc à faible valeur, où tu n'as rien perdu sportivement et qui en plus a un gros potentiel et qui peut potentiellement, dans une seconde itération du projet autour d'Anthony Edwards, peut-être d'ici 3-4 ans, si jamais l'effectif venait à être modulé, mais que tu gardes Edwards, peut être le joueur à côté d'Anthony Edwards, tout en étant formé par Mike Conley. Je trouve ça très intéressant. Est-ce que ça va fonctionner tout de suite? Je sais pas. On sait que les porteurs de balles rookies, c'est pas forcément ce qui marche le mieux, même si il va évoluer contre les secondes units, donc potentiellement ce sera peut-être un peu moins difficile. Mais je trouve que ouais, le move de dire en fait on va utiliser la draft pour récupérer un joueur qu'il nous faut et qui aurait coûté 3 à 4 fois plus cher si on avait été chercher un vétéran, moi je trouve que c'est un move très très grande qualité. Ça payera, est-ce que ça payera ou pas? À voir, mais dans l'esprit, franchement, je trouve que c'est super. Je vais souligner aussi l'esprit, parce que c'est la seule chose que je peux faire, dans le sens où je connais pas le joueur. Donc voilà, je vais pas me risquer à dire des choses. Mais effectivement, ça, c'est une approche. Je me demande si on la verra pas de plus en plus avec la nouvelle économie de la NBA, où tu vas te dire, bon, autant prendre le risque et aller trader des assets spéculatifs sur des potentiels, un joueur qui peut dans 2-3 ans répondre à ce besoin-là prioritaire, plutôt que de faire des trades sur des vétérans, et en ayant cette agressivité-là, ce qui est pas... Parce qu'en fait, là où on pourrait nous faire un procès, c'est d'avoir critiqué la démarche de Denver, mais la démarche n'est pas pareille. Je trouve que là, c'est vraiment cette volonté d'aller chercher un joueur dont tu avais besoin. C'est un truc qui est souligné. Alors, encore une fois, je connais pas le profil, mais c'est vraiment je me demande ça, tu vois, c'est plus une approche NFL de faire ça comme ça. Je me demande si on se rapprochera pas de plus en plus de ça, avec surtout pour des équipes qui sont dans de telles situations financières où elles savent qu'elles sont ultra limitées dans leur capacité à envoyer des contrats, etc. Donc peut-être que c'est Vas-y. Non, et puis surtout, pour revenir sur cet aspect de Denver, c'est que Bob Dillingham, il draftait en 8. Denver, on souligne, on dit bravo, mais Julian Strawther, Peyton Watson, Christian Brown, c'est des joueurs qui sont draftés fin de premier tour. Là, tu vas en milieu de loterie pour récupérer ce joueur-là. C'est-à-dire que t'es pas sur un joueur théorique. Bob Dillingham, il y a énormément de potentiel du côté de Kentucky. Et même si balle en main, ça se développe pas, c'était un joueur qui était à 44% à 3 points. Donc au moins, tu rajoutes une menace de spacing et une menace sur catch and shoot. À moindre coût. Eh bien, enchaînons, Constant. C'est bien qu'on dise du bien des Wolves, parce que vu qu'on fait souvent des post-mortem avec eux, on est souvent, un peu négatif. Enchaînons par, tu nous as intitulé ça comme ça, Constant, parce que c'est Constant qui a fait la trame. Je pense qu'au bout de 15 000 répétitions des titres, ça devient un peu clair. Ceux qui se font recaler par tout le monde, tu as mis les Kings, tu as mis les Lakers, parlons peut-être des Lakers en premier, et c'est peut-être on en parlait en off, les Lakers ne sont peut-être plus une destination prisée par les free agents ou semi-free agents, c'est-à-dire, on va dire, les joueurs sous contrat, mais qui ont une grande liberté sur leur choix de destination. Je pense que c'est un constat qu'on commençait à faire et là qui est devenu avéré. Je sais pas si tu es d'accord, Constant. Oui, pour moi, ça fait le lien avec ce qu'on avait dit dans le podcast sur l'arrivée de J.J. Redick, c'était que les Lakers ont perdu de leur attractivité. C'est-à-dire qu'on avait dit sur Dan Hurley, il voulait pas venir alors que peut-être qu'il y avait un jeu d'écran, etc. Mais toujours est-il qu'il a refusé l'offre des Lakers. Et là, quand on lit
tout le processus autour de Klay Thompson. Les équipes qui étaient en course pour signer Klay Thompson, c'était Dallas, les Clippers et les Lakers. En gros, c'était ces 3 équipes-là. Et quand on lit pourquoi Klay Thompson a décidé d'aller aux Lakers, d'aller aux Mavs et pas aux Lakers, parce qu'il estime que Dallas est plus à même de lui ramener un titre que les Lakers. Et je trouve que si on avait été, il y a de ça 10 ans, un free agent comme Klay Thompson aurait signé aux Lakers. Et il y a 20 ans, ça aurait été encore pire. Et je trouve, on est sur une perte d'attractivité des Lakers, quand bien même ils avaient signé, que ce soit Gabe Vincent, enfin, ils avaient fait la fameuse free agency 2023. Finalement, personne n'a marché, alors que tout le monde disait que c'était bien. Mais non, les Lakers, franchement, déjà financièrement, ils sont bloqués aussi. Alors après, encore une fois, le LeBron James show où après avoir fait venir son fils de dire oui, je vais prendre une pay cut aux Lakers, hein, vous inquiétez pas. Ah, vous faites pas venir Klay Thompson, du coup je vais prendre le max. Je vais pas faire de pay cut et puis en plus je vais demander une no trade clause plus une player option pour bien être sûr de dans un an on se retrouve avec la même situation et c'est encore moi qui décide de ce que je fais. Donc moi franchement ça m'embête un petit peu, quand bien même j'adore LeBron. Je trouve que là la fin de règne elle est un peu crade où on est sur beaucoup d'interventionnisme, beaucoup on va dire LeBron qui sort entre guillemets au grand jour pour faire plus, je sais pas. Franchement, j'ai du mal à comprendre ce qu'est en train d'essayer de faire LeBron James avec ces Lakers là, mais toujours est-il que sur le point initial, ça montre une espèce de peut-être un changement de mentalité dans le paysage NBA vis-à-vis des free agents, c'est-à-dire que les Lakers ne sont pas la franchise ultime, tu vois, c'est peut-être plus comme le Real Madrid au foot, où peut-être que c'est pas une finalité en soi et que tu as certains marchés, certaines équipes, si le projet sportif est peut-être plus attrayant que celui des Lakers, quand bien même les Lakers sont une équipe de playoff, parce que forcément, lorsqu'ils étaient des équipes de loterie sur la pré-carrière de Kobe, forcément, tu as tiré moins de free agents, mais là, ça reste malgré tout une équipe de playoff. Et tu as des free agents qui vont dire non, j'ai peut-être plus de chances d'aller dans cette équipe qui était un poil meilleure que les Lakers, mais qui était quand même meilleure. On avait fait ça quand on avait fait un podcast sur Petit Gros Marché, où j'avais fait une espèce de classement des franchises. À cette époque, moi, j'expliquais que, selon moi, les Lakers, j'avais expliqué qu'il y avait plusieurs paramètres à prendre en compte. Je vais pas faire une redite, mais qu'en gros, quand une équipe avait à la fois, je ne sais pas, l'aspect effectif, qualitatif, asset, etc., à niveau d'effectif similaire, il y avait personne théoriquement au-dessus des Lakers, c'est-à-dire qu'ils avaient toujours ce prestige, c'est les Lakers. Donc ils avaient toujours cet avantage-là, et peut-être que cet avantage-là se dissipe, même si je mettrais peut-être un petit bémol. Il y a un peu un truc performatif avec les Lakers dans le sens où, d'un côté, ils nous disent qu'ils sont candidats au titre, alors que on va faire notre épisode fenêtre de titre. Je sais pas où seront les Lakers, mais je suis sûr qu'ils seront pas dans le premier chapeau, ni probablement dans le deuxième. Et il y a aussi ce truc de, parmi tous les noms qui sont approchés ou les noms qui sont mentionnés chez les Lakers, qui a été vraiment courtisé par les Lakers. C'est-à-dire que tu l'as dit, avec un LeBron qui, je vais pas dire prend en otage la franchise, ça serait un peu exagéré, mais c'est un schéma qu'on a déjà vu. Je suis désolé avec LeBron. C'est LeBron qui va enchaîner les 1+1, qui va être dans une logique où il va vouloir ramener des joueurs des vétérans de manière assez court-termiste et pas avoir de vision à long terme, ce qui est de plus en plus, ce qui est une manière de penser qui s'inscrit de moins en moins dans l'économie actuelle de la NBA. Bref, c'est une fin de règne qu'on a déjà vu, donc t'alignes ça avec le fait que c'est une équipe, je suis désolé, si t'es un joueur, un role player plus, c'est pas le meilleur environnement pour performer, donc voilà, il y a peut-être une perte que j'aurais tendance à dire passagère, parce qu'ils ont même des arguments géographiques, les Lakers, qui leur permettent d'être supérieurs à d'autres franchises, mais peut-être que oui, les Lakers d'Anthony Davis, LeBron, ça fait pas rêver autant qu'il y a 4 ans, par exemple. Ouais. Constant, on reste en Californie, on parle des Kings. Alors, pourquoi tu voulais parler des Kings? Je t'avoue que il y a 2 équipes qui m'intéressent beaucoup. Et quand tu nous as donné la trame, il y a 2 équipes qui m'ont intéressé par rapport au fait que tu les aies inclus dans la trame. Les Kings en font partie. Pourquoi tu as souhaité parler des Kings? En vrai, c'est dur de dire que les Kings se sont refaire caler, mais les Kings, il y a quand même un aspect où c'est un peu un été déterminant pour les Kings. C'est-à-dire que, encore plus déterminant que l'été dernier. C'est
En 2023, ils sortaient, à l'été 2023, ils sortaient de leur run de playoff. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont consolidé l'effectif. Là, ils sortent d'une saison où ils n'ont pas fait les playoffs. Donc, il y a un petit peu une urgence, on va dire, d'essayer de sortir, de s'extraire du ventre mou et d'essayer de se renforcer sportivement, quand bien même ils sont limités financièrement dans ce qu'ils sont capables de faire. Il y a cet aspect où ils se sont ratés, entre guillemets, sur Alex Caruso. En tout cas, les Bulls ont préféré prendre une autre offre sur Alex Caruso. Ils se sont ratés sur Pascal Siakam à la trade deadline précédente, parce qu'apparemment, il y a eu 2-3 mots qui ont été prononcés par le front office des Kings qui n'a pas été du coup de Pascal Siakam. Donc, visiblement, il n'avait pas oublié ce qu'avait dit le front office des Kings sur lui. Donc, ils se sont ratés sur ces deux aspects-là. Donc, c'est un peu l'été où t'essayes un petit peu de te repositionner, de raccrocher le wagon dans lequel t'étais sur la 2022-2023. Et là, finalement, quand tu vois les cibles des Kings, t'es sur un sign trade de DeMar DeRozan. Bon, j'ai du mal à voir la complémentarité avec De'Aaron Fox, avec Domantas Sabonis, avec Malik Monk de faire signer DeMar DeRozan. Et puis surtout, tu es à 1 an d'une extension de Keegan Murray, qui là aussi va te poser des problèmes financiers. Donc ouais, pour moi, c'est un peu l'été où les Kings peuvent, entre guillemets, bouger, à voir s'ils vont faire peut-être, je sais pas, un Lauri Markkanen ou... mais toujours est-il que c'est une équipe qui est un peu comme les Warriors, se retrouve entre deux feux, c'est-à-dire qu'ils sont trop bons pour être en dessous, mais ils sont pas assez forts pour être au-dessus. Et donc ouais, pour moi, c'est l'été où ils doivent être actifs. Et on sait que les Kings, globalement, c'est une équipe qui n'a pas tant que ça handicapé son capital de draft, même si finalement, avec le deal pour Kevin Huerter, comme il y a des protections, ils peuvent pas envoyer le pic 2025, ni le pic 2026, ni le pic 2027, donc ça réduit dans ce que tu fais. En soi, ils sont en possession de ces pics-là, mais ouais, je trouve que c'est une équipe qui doit agir avec ce qu'elle a vu la saison dernière et qui, lorsqu'elle essaye d'agir, se retrouve soit à des refus, soit se porte sur des choix qui me laissent assez perplexe, quand bien même, je conclurai sur ça, la prolongation de Malik Monk pour 78 sur 4, il me semble que c'est ça. Ouais, 78 sur 4, le maximum que tu pouvais lui offrir, sans même qu'il atteigne la free agency, est une vraie victoire. Et je pense que ce sera un contrat qui va très bien vieillir pour Malik Monk. Alors, j'ai tendance, dans ma grande théorie que je répète souvent vis-à-vis des Hawks il y a quelques années, que l'intersaison clé, c'est vraiment celle de l'année après ton explosion, et que les Kings ont fait du surplace. Et il n'y a pas encore une fois, il n'y a pas de défaut à cela, mais par rapport à ce que tu dis, alors, en fait, qui tentent certains coups, je pense que la lecture qu'il faut avoir, c'est celle des ambitions. C'est-à-dire, où est-ce qu'on classifie les ambitions des Kings à l'heure actuelle? Je pense que c'est une équipe qui peut apprécier le simple fait de se retrouver en play-off de manière répétée. Le problème étant que dans cette conférence Ouest-là, il n'y a pas de garantie d'être en play-off de manière répétée et que ne serait-ce que leur super run d'il y a 2 ans, pas sûr qu'ils soient capables de le répéter après. Moi, j'aurais tendance à dire que l'année dernière, quand tu as la problématique Harrison Barnes, on en avait parlé dans le post-mortem pas de cette année, celui de l'année d'avant. Tu avais la problématique Harrison Barnes, tu avais beaucoup de problématiques qui s'additionnaient, que tu as plus ou moins, comme je l'ai dit, fait du surplace. Tu commences à payer les pots cassés là parce que ta marge de manœuvre et aussi la valeur de certains de tes joueurs n'aura jamais été aussi haute qu'à l'été 2023-2024. Ouais. À ce moment-là, et c'est le moment-là où tu aurais pu faire des coups, mais je pense que du côté de Monty McNair, oui. Monty McNair, on n'aurait pas... C'est difficile en tant que GM de faire des coups juste après la saison où tu as explosé alors que ça faisait 20 ans que tu étais vraiment en difficulté. Mais j'ai tendance à dire que pour moi, ils sont dans la continuité de l'année d'avant et que certains des moves comme Siakam, etc., sont des échecs, mais comment dire, il n'y a pas encore de volonté. Tu en as parlé des tours de draft, ils sont pas encore dans la situation... ils seront désespérés l'année prochaine, si je peux le dire comme ça. Je pense. Ouais, peut-être. Moi, j'avais plus la sensation que ça commençait à devenir désespéré dès maintenant, après la saison dernière. Mais peut-être qu'ils se disent, si on va pas en playoff 2 années de suite, là, on sera vraiment désespéré et qu'ils feront la même chose qu'ont fait les Hawks, à savoir renvoyer 3 pics sur un joueur qui n'a été All-Star qu'une fois, il me semble. Je sais même pas s'il a déjà été Dejounte Murray. Ah si, ouais. C'était la manière dont il l'avait brandé.
genre de l'avait marketé, c'est-à-dire All-Star Dejounte Murray. Ah oui, All-Star Osfer, ouais, tout à fait. Ça fait une transition toute trouvée. Magnifique. Je me suis dit, oh là là, quelle passe décisive, extraordinaire. Ah, oui. Eh bien, Dejounte Murray aux Pels dans la partie intitulée « Et ceux qui n'ont pas terminé de modifier leur effectif ». On parle des Pels, on parle du trade de Dejounte Murray, vous en aviez parlé dans l'épisode sur l'Est. Constant, qui est-ce que tu vois bouger? Est-ce que c'est la fameuse théorie que un potentiel trade de Brandon Ingram est inévitable? Oui, pour moi, oui. Parce que, en fait, je vois pas comment financièrement tu peux faire avec Zion, Ingram, McCollum, Dejounte Murray et une extension de Trey Murphy. Pour moi, c'est pas possible. C'est-à-dire que, alors oui, Trey Murphy, entre guillemets, son contrat prendra effet qu'en 2026-2027. Ouais, il me semble que c'est ça. Parce qu'il est dans sa, attends, 3e ou 4e année? Ah, j'ai un doute. Non, c'est sa 4e saison, donc ça prendra effet dans un an. Donc potentiellement, tu peux, entre guillemets, te dire que tu as un an pour conserver Brandon Ingram, mais s'il n'est pas échangé cet été, je pense que comme il ne sera pas prolongé, il sera free agent dans un an, donc les Pels ne peuvent pas prendre le risque. Et puis surtout, là actuellement, le seul intérieur que possèdent les Pels, c'est Yves Missi qu'ils ont drafté au premier tour. C'est le seul intérieur, c'est le seul pivot. Enfin, c'est le seul pivot. Alors, hormis s'ils ont le projet de faire jouer Zion pivot, je pense pas que ça va rester dans cette configuration-là. Donc après, sur l'arrivée en soi de Dejounte Murray, oui, parce que c'est un profil qui est pas vraiment complémentaire avec Brandon Ingram, et surtout la valeur d'Ingram, et ça, j'en avais parlé lorsqu'on avait fait le post-mortem sur les Pels, la valeur d'Ingram aux États-Unis et dans le front office a l'air d'être plus élevée que la valeur que nous, on peut percevoir d'Ingram. Donc peut-être qu'ils peuvent récupérer un package. Après, pour les 36 millions de Brandon Ingram, il faut que tu arrives à trouver un pivot titulaire à côté de Zion Williamson, mais ça fait, enfin, faut trouver, soit tu arrives sur une équipe, je sais pas, imaginons, ça n'arrivera pas, mais imaginons, ils font Ingram contre Kessler au Jazz. Alors là, par contre, tu es dans une équipe vraiment dégressive d'argent, mais si jamais tu veux deal avec les autres équipes, des équipes qui ont du cap, eh ben, il y en a plus tant que ça, donc faut recevoir à peu près à salaire égal. Et du coup, pour les 36 millions de Brandon Ingram, il faut que tu trouves le montant de ton pivot titulaire, mais qui va être au mieux, peut-être, je sais pas, à 20 millions si tu arrives sur, je sais pas, Vucevic ou autre. Ou alors tu vas être sur 15 millions et du coup, il faut qu'il y ait encore 20 millions à allouer ailleurs. C'est ça dont on parle assez souvent, c'est le découpage des contrats, des salaires chez les pivots qui rend parfois les trades difficiles parce qu'en fait, il n'y a pas de classe moyenne chez les pivots, soit sur des mecs au max ou proches du max, soit, et parmi les rares joueurs qui sont dans cette classe moyenne, je sais pas s'il y en a beaucoup qui feraient beaucoup de sens du côté des Pels. Là où je serais un petit peu plus sceptique sur le trade d'un possible trade de Brandon Ingram, c'est le timing, personnellement. C'est-à-dire que là, ironiquement, les Hawks étaient beaucoup cités comme une potentielle équipe qui aurait pu choisir d'échanger pour Brandon Ingram. Ils ont échangé Dejounte Murray, mais Brandon Ingram est resté. Donc, au niveau des potentielles équipes qui offriraient cette double combinaison, à savoir un pivot, ou alors on part sur un trade à 3, là c'est un peu plus compliqué. J'ai juste peur du timing. Et alors, je sais pas si c'est une philosophie du côté des Pels, mais il y a quand même cette volonté, on parle souvent d'overlap dans l'équipe de Nkebdo, c'est-à-dire de cette addition, de parfois cette superposition de compétences, de skill set. J'ai l'impression que c'est un peu une philosophie du côté des Pels et je serais pas étonné de les voir essayer un peu cet effectif-là quelque temps, quitte à rendre Brandon Ingram disponible sur une trade deadline. C'est vrai, tu peux pas risquer de l'envoyer trop tard et d'avoir un retour sur investissement qui soit trop faible, mais sachant qu'en plus, il faut mentionner que Zion a quand même grosse tendance à se blesser, que CJ McCollum commence à devenir assez vieux, c'est un joueur qui peut traîner des problèmes de blessure aussi. Voilà, peut-être qu'ils vont faire avec cette abondance de joueurs pendant un premier temps avant de retailler l'effectif un peu plus tard. Parce que moi, à l'heure actuelle, je serais très étonné de parler d'un échange de Brandon Ingram d'ici au DH20, par exemple. Pour moi, il faut quand même qu'il trouve un pivot titulaire. C'est-à-dire que s'il part sur Zion pivot, et du coup, les pivots titulaires, via la free agency, potentiellement, s'ils peuvent utiliser, je sais pas, ils ont même pas une mid-level, ils ont une non-taxpayer mid-level exception. Donc, non, du coup, c'est une food mid-level, je suis bête. Mais même avec la food mid-level, les pivots encore disponibles, il y en a pas tant que ça. Et puis, si tu fais un trade, t'es obligé d'envoyer du salaire, quoi.
Donc, tu es obligé de partir sur des aspects sportifs. Donc, pour moi, s'ils veulent trouver un pivot, ils vont pas trader Trey Murphy, ils vont pas trader Jordan Hawkins, ils vont pas trader Herb Jones. Donc, les seuls salaires que tu peux réellement envoyer, c'est celui de Brandon Ingram. De TJ McCollum, mais j'y crois pas trop. Ouais, et puis sachant que la valeur de McCollum doit pas être très très haute à l'heure actuelle. Surtout auprès des joueurs, avec la négociation de CBA. Bref. Ça dépend lesquels. Ça dépend. C'est souvent, là, on va dire que certains joueurs, les joueurs qui gagnent beaucoup d'argent de base lui remercient, les autres peut-être un peu moins. Constant. Terminons avec, alors, c'est un peu l'arlésienne, pour citer une expression des années 20, peut-être. Du coup, Markkanen, Utah, et parmi les équipes qui n'ont pas encore bougé, Markkanen, on en est alors l'été dernier, la dernière trade deadline, ça fait quoi? Ça fait 3 périodes dans lesquelles les rumeurs de trade foisonnent et pourtant pas de mouvement. Est-ce que tu crois à un mouvement, à un trade dans un futur proche de Lauri Markkanen? Je sais pas. Franchement, j'ai une réelle incertitude parce que faut quand même pas négliger le fait que, tu l'as dit, le Jazz n'a rien fait. Ils ont rien fait à la Free Agency, ils ont rien fait. Alors, quand bien même qu'ils ont quelque chose comme, je sais plus, 30, 35 millions, il me semble, de cap space disponible. Donc, ils sont même pas au niveau de la room. Hein, de la room qui est un montant que c'est 14 millions en dessous du salary cap que tu es censé atteindre, entre guillemets. Comme ça, tu profites des redistributions de la luxury tax. Donc, ils sont même pas au niveau de la room. Un des scénarios qui est envisagé, mais qui irait contre un trade de Lauri Markkanen, c'est ce qu'a fait le Magic avec Jonathan Isaac, c'est le renegotiate and extend, c'est-à-dire tu lui donnes une partie de ton cap space restant pour pouvoir l'augmenter et pour du coup signer une extension. Et comme Lauri Markkanen ne prenait que 18 millions, vu que, je sais pas, imagine tu doubles le salaire, tu lui en donnes 36, en fait tu pars sur une base plus élevée pour le prolonger, donc du coup il touche plus d'argent. Peut-être, mais là, dans l'état actuel, en fait, il y a un truc qui m'interpelle avec le Jazz, c'est que on est globalement sur une équipe en reconstruction. On est sur une équipe qui a quand même énormément de joueurs jeunes, qui a drafté très haut plusieurs années de suite, que ce soit avec les Keontae George, les Taylor Hendricks. Là encore, ils ont drafté Cody Williams. Et il y a certains joueurs, certains jeunes, dont potentiellement ils chercheraient à se séparer. Ça m'amène au cas Walker Kessler, où Walker Kessler a été relégué sur le banc l'an dernier, après une excellente saison rookie, et franchement, j'ai du mal à comprendre quel est l'intérêt, quel est le projet du Jazz de venir à se séparer de Walker Kessler, qui est un de tes rares joueurs jeunes sur lequel tu as une garantie. Donc j'ai du mal à percevoir ce que va faire le Jazz, et du coup ça m'amène sur la situation de Lauri Markkanen, où Danny Ainge il fait fuiter, mais ça c'est du Danny Ainge dans le texte. Ah, vous avez vu, j'ai essayé de faire tel joueur, mais j'ai pas réussi. Ça c'est du Danny Ainge tout craché. Pour ensuite justifier soit ses échecs, soit justifier un trade potentiellement de Lauri Markkanen. Mais le flou entre le Jazz qui n'utilise pas son cap space plus essaye entre guillemets de marchander Walker Kessler, ça m'amène sur une incertitude de dire qu'est-ce que tente de faire le Jazz, quel est l'objectif du Jazz cette saison. J'ai l'impression que le Jazz, ou en tout cas Danny Ainge, parce que faut plus dire Danny Ainge, je pense que le Jazz, ils sont aussi dans une espèce d'attente à l'heure actuelle. Je pense qu'ils attendent la mise sur le marché peut-être de certains joueurs qui sont peut-être pas eu pour l'instant et pour les acquérir. Une chose par rapport à Markkanen, on l'a dit souvent en rigolant ces dernières années, mais je pense vraiment qu'il y a une partie des GM qui veut peut-être plus dealer avec, qui veut peut-être plus faire des échanges avec Danny Ainge, ou qui en tout cas se méfie de manière assez peut-être exagérée de Danny Ainge, dans le sens où c'est déjà sorti, qu'il y a Danny Ainge, j'avais pas forcément très apprécié, et c'est un GM qui a réussi quand même globalement sur les trades, on va dire, importants, à très souvent bien s'en sortir. Donc je me demande à quel point ça devient pas un frein, ça, même si le blason de l'équipe a changé, de faire cela avec Danny Ainge. Après, par rapport à Walker Kessler, je t'avoue que moi aussi je comprends pas. Alors autant je suis pas non plus le plus grand fan de Walker Kessler comme une partie d'NBA Twitter, autant un jeune pivot ultra dominant dans la protection de cercle, je vois pas pourquoi sur un contrat rookie, je comprends pas le projet, quand bien même offensivement il a certaines limites, je comprends pas le projet de peut-être le mettre sur le marché. J'ose espérer que c'est de la fumée, que c'est un peu un faux bruit qui circule actuellement, mais là je comprends pas. Enfin, quant à Lauri Markkanen, juste un point, c'est un joueur pour lequel je me demande si le fait qu'il y ait une éclosion tardive le rend pas toujours un peu moins apprécié par les front office par rapport à son niveau actuel terrain.
sait que les front office sont très arrêtés sur la manière dont ils voient certains joueurs, et ce qui explique que certains hauts choix de draft et de Jonathan Wiseman, par exemple, qui peuvent avoir des chances de manière répétée. Lauri Markkanen est un joueur qui a un petit peu eu un début de carrière qui est pas au niveau du joueur qu'il est actuellement, qui te situerait dans le top 40 NBA de manière assez large. Donc peut-être que il n'y a pas encore des offres qui vont satisfaire Danny Ainge, et on sait que Danny Ainge ne bouge pas tant que l'offre n'est pas satisfaisante pour lui. Donc il y a peut-être cet aspect-là aussi à prendre en compte. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Constant, sur Utah. Non, mais sur Markkanen, très rapidement, je pense que dans tous les cas, on sera rapidement fixé puisque Lauri Markkanen est free agent dans un an. Donc, je pense, allez, d'ici peut-être le 15 décembre, qui est le moment où la plupart des joueurs deviennent éligibles à les trades, il y aura soit un renegotiate and extend de Lauri Markkanen, soit un trade. Et je ne le vois pas arriver à la free agency d'ici un an. Je ne vois pas Danny Ainge avec cette opportunité-là. Je pense qu'il y aura une décision qui sera prise. Peut-être même avant le début de la saison, peut-être même d'ici la fin d'ici l'opening day. Mais ouais, Utah, c'est assez difficile. Et je me demande aussi à quel point le Jazz n'est pas, entre guillemets, handicapé par l'ombre du pic de draft qu'ils doivent envoyer à OKC, qui tous les ans est protégé top 10 et qui à chaque fois, comme ça reporte d'une année, ils n'ont pas la complète maîtrise de leur pic de draft. Ça, je me demande à quel point aussi ça a une influence. Je conclurai juste un dernier truc en disant que il y a beaucoup d'équipes qui sont amoureux de la théorie, entre guillemets, de Lauri Markkanen. Et comme tu l'as dit, ça ne reste qu'un top 40 NBA. C'est un joueur off-ball qui pose des vraies problématiques défensives. Et je pense que faire une espèce de Godfather offer, comme j'ai pu lire notamment du côté des fans des Warriors, je pense que ce serait une erreur pour le joueur qu'est Lauri Markkanen, qui en soi ne te fait pas changer de stature, selon moi. Ouais, c'est ça. Il y a une question vis-à-vis de l'intérêt d'avoir Lauri Markkanen dans une équipe avec des ambitions en tant que role player. C'est une projection qui se pose, et les équipes qui vont faire ce genre de trade en balançant beaucoup d'assets veulent avoir un minimum de certitude, et tu l'as dit, sur le profil qu'est Lauri Markkanen, il y a beaucoup d'équipes qui peuvent être, pour moi, c'est un trade d'équipe qui est peut-être, je sais pas, dans sa conférence respective, qui est peut-être au play-in et qui espérait aller peut-être un échelon au-dessus. C'est les peut-être Kings. Les Kings, oui. Ce serait un bon exemple. Ce serait ce genre de trade-là, avec tu vois, si tu prends l'exemple des Kings, il y aurait des vraies problématiques défensives qui se poseraient avec à la fois Sabonis, Markkanen. Ça deviendrait un petit peu compliqué. Eh bien, merci Constant. Point complet à la fois sur l'Est, à la fois. Merci Tom aussi, même s'il est plus là. Merci Tom aussi. Point complet à la fois sur l'Est et sur l'Ouest. C'est le début de l'été à Dunk Hebdo, donc on vous prévient. Je l'ai déjà fait il y a quelques semaines de cela, mais le questionnaire des H20 arrive vraiment très 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 bientôt. Donc n'hésitez pas à affiner vos classements, même si Constant il est prêt déjà. Tu m'avais dit ça à quel moment? Je crois que c'était au moment des finales de conf. Tu avais dit je te l'envoie demain si tu veux. Ouais, mais il y a un truc que j'ai changé. Il y a un joueur que j'ai changé de position entre le moment où je t'ai dit et le moment où, un moment où on enregistre. Il y a un joueur qui a changé de position. Je pense qu'il fera débat. Il fera débat entre toi et moi. Je pense que c'est un peu par défaut, mais j'étais obligé de le mettre à cette position. Et je pense que ceux qui connaissent un petit peu le passif savent de quel joueur. J'ai très très peur, et du coup, vu qu'on essaye de se protéger, ne pas se polluer de discussions Dunk Hebdo, je te demanderai même pas en off. Tiens, je vais essayer de deviner. Bref. En tout cas, un petit mot aussi pour la fin, il faut le faire, pour vous annoncer que du coup, Amine ne fera plus partie de l'équipe Dunk Hebdo. Alors, encore une fois, après Gabin, Amine nous quitte. Alors, encore une fois, on n'est pas des tortionnaires. Vous pouvez candidater pour rejoindre Dunk Hebdo. Amine qui avait plus trop le temps, du coup, pour Dunk Hebdo. On remercie Amine qui était vraiment la force tranquille, la polyvalence, surtout parce que présentation, CBA, analyse, écriture, qui a même écrit 2-3 articles sur le site pour la description, un truc absolument
horrible quand on doit écrire l'article pour mettre le podcast sur le site. Donc, un grand merci à Amine. Et surtout, j'ai envie de dire, la partie qui ne s'entendait pas dans le podcast, c'est les discussions d'après-podcast qui étaient surtout très, 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 très sympa avec Amine. C'était toujours de bons moments. Alors, vous inquiétez pas, on est toujours en contact avec Amine. Il n'y a pas de voilà, mais vous l'aurez remarqué, ça faisait quelques semaines qu'Amine n'était plus là. Et du coup, la porte est toujours grande ouverte. De toute façon, la porte est toujours grande ouverte pour les anciens de Dunk Hebdo. Mais voilà, Amine, que vous n'entendrez plus dans le podcast, mais que vous devez suivre sur Twitter. Déjà parce que Amine a souvent des takes dans quels que soient les domaines concernés qui sont très, très, très basés. Donc, on apprécie Amine. Et puis surtout, un très bon camarade avec lequel enregistrer. Voilà. Eh bien, sur cette note de nostalgie, on va se quitter aujourd'hui. On vous rappelle, comme d'habitude, de nous suivre sur votre plateforme, bien évidemment. Je sais plus trop comment je parle concernant les taux. N'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme préférée de podcast et également sur Twitter. Constant, je vais bientôt envoyer le questionnaire. Donc là, ça va être du traitement de données. Alors ça, c'est souvent Tom, donc ça va. Et surtout... Mettez bien les noms comme il faut. Hein. Mettez bien alors, les noms comme il faut. S'il vous plaît. Alors, je sais pas j'ai déjà vu les courbes d'écoute de podcast. Il y a plus beaucoup de monde à ce moment-là, mais s'il vous plaît, mettez les noms comme il faut. En gros, il y a 3 noms qu'il va falloir mettre comme il faut. Sans influencer, ça va être Janice. Il va falloir écrire Janice. SGA, ou va falloir écrire SGA, vraiment, parce que on l'avait sous-estimé ce point-là l'année dernière et ça a été le point noir, c'est-à-dire qu'on a eu 54 orthographes différents. Donc SGA, c'est parfait, c'est magnifique. Et Wembanyama, c'est B-A-N-Y-A. Hein. C'est Wemby, voilà, c'est Wemby. Wemby, merci beaucoup. Voilà. Avec un Y, pas un I, parce que ça aussi c'est surprenant parfois. ce qu'on peut dire. Mettez Victor, au moins vous êtes sûr que vous allez l'écrire bien. Oui, ouais, ou mettez Victor. C'est vrai que on a pensé à une époque, voilà, en gros, pour vous expliquer, c'est vraiment le moment où on va perdre tout le monde dans la courbe d'écoute. Je vais voir que ça va descendre. On est beaucoup en réflexion vis-à-vis de la manière de mettre en place le questionnaire et il y a toujours eu la problématique de donner peut-être une pré-liste, mais moi, j'aime pas parce qu'en fait, je veux laisser aux gens la complète, la complète, la liberté complète. Je vais y arriver de choisir les noms et qu'une liste, il y a plein de problèmes qui se posent. Déjà, comment on limite la liste parce qu'on va pas mettre 400 noms. Ensuite, il y a un truc très simple, c'est qu'en fait, au niveau de l'ordre alphabétique, si tu vois des joueurs qui arrivent plus tôt, ça peut influencer la manière dont tu vas classer. Donc, bref, il y a déjà assez d'influence extérieure, assez de pollution extérieure vis-à-vis de ce classement pour ne pas en rajouter dans la manière dont vous faites voter. Donc, ce seul truc je me mets à genoux, s'il vous plaît, si vous pouvez bien, parce qu'on a beaucoup de données. L'année dernière, on avait quoi? On avait eu plus de 300 votes ou 400, je sais plus. Donc il y a un moment où le pauvre Tom, au niveau des données, si vous pouvez bien remplir, ça serait parfait. Mais de toute façon, tout sera récapitulé dans le questionnaire. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. Nous, on se retrouve très vite pour les épisodes de l'été, donc des épisodes un peu plus thématiques. On va parler notamment des coulisses du podcast. On va, faire ce podcast sur la fenêtre de titre. On va peut-être faire une draft aussi un moment. C'est pas trop encore. En tout cas. Ouais. Ça, je suis très, très chaud pour la draft. Le seul problème de la draft, Constant, c'est qu'on n'est plus que 5, donc ça devient compliqué. Il faut que tout le monde soit ça marche. Il faut que tout le monde soit là. Bref, on remercie encore une fois de nous avoir écoutés et puis on se retrouve très vite. Salut!